Bienvenue à votre émission de débat hebdomadaire sans embâche, émission diffusée sur Radio PDCI, RDA, Radio Jacques Roger Show et Radio Afrique 2050. Alors, je rappelle que Radio PDCI, RDA émet principalement sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et Radio Jacques Roger Show et Radio Afrique 2050 émettent au niveau des États-Unis et du Canada pour la diaspora africaine. Alors, ce soir, nous recevons trois invités de partis politiques, disons, d'obédience politique différentes. Nous recevons M. Sostène Kofi du PDCI-RDA. Ils auront l'occasion de se présenter. Nous recevons Dr Rikedi du CACI, qui est donc pro-Gbagbo, et donc, disons, qui est de la gauche. Et nous recevons également M. Jules Nikin, qui est du RDR. Alors, j'aimerais commencer par souhaiter à tous une très bonne et heureuse année 2019. Beaucoup de bonheur à tous, surtout une très bonne santé, que vos vœux les plus chers se réalisent et surtout que notre pays puisse évoluer dans la paix, dans la concorde et dans la fraternité. Et beaucoup de succès à notre très cher parti, à nous, le PDCI-RDA, et une très très bonne santé à notre très cher président, le président Aimé Henri Konan Bédié et à son épouse, et également à notre secrétaire exécutif, le professeur Guy Cahué. Alors, j'aimerais donner l'occasion à nos invités du jour de se présenter. J'aimerais commencer par M. Sostène Kofi, à tout seigneur, tout honneur, qui est du PDCI-RDA. Bonsoir, M. Sostène Kofi. Bonsoir, Emmanuel, et bonsoir à Dr Eddy, bonsoir à l'autre invité, M. Jules. Et c'est avec plaisir que, pour une fois, je participe à votre émission Facebook. Maintenant, je ne sais pas si ça suffit, bien, il faut profiter pour me présenter. Je suis effectivement Sostène Kofi, ex-secrétaire général de la délégation de Washington DC sous Brizo Akwasi, responsable de deux, je dirais, coordinations. Maintenant, quand tu dis mouvement, ça effraie les gens, mais nous sommes à fond PDCI, nous travaillons, soutenons les actions du parti, du président du parti et de son secrétariat exécutif qui font un travail superbe. Donc, je suis actuellement président et animateur d'un groupe de coordination, de mouvement, un mouvement très très proche du PDCI qu'on appelle Ivoire Diaspo USA, mais qui a l'intention de travailler et de soutenir un candidat actif et loyal du PDCI-RDA dans la diaspora aux États-Unis d'Amérique. Merci. Merci à M. Sostène Kofi, qui est très bien connu au niveau des États-Unis et même au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce soir au niveau de Radio PDCI-RDA et au niveau de Radio Jacques Roger Show, Radio Afrique 2050 que vous connaissez très bien. Alors, nous avons également avec nous M. Jules Nikin du RDR. Bonsoir, M. Jules Nikin. Bonsoir, M. Katina. Alors, une présentation pour nos auditeurs. Ce n'est pas la première fois que vous êtes sur Radio PDCI-RDA. Bonsoir, M. Sostène Kofi, que j'ai rencontré, je crois, à Philadelphia, quand on était encore ensemble. Et puis, au docteur, comment s'appelle l'autre? Docteur Eddy. Docteur Eddy. Moi, c'est Jules Nikin. Je suis membre de la délégation générale du RDR et futur militant du RHDP unifié. Voilà. Donc, brièvement, quoi. Ok, d'accord. Oui, ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur votre qualité de militant au RDR parce que je pense que vous n'avez pas d'avenir au RDR puisque vous êtes dans quelques jours, vous serez militant du RHDP. Ouais, RHDP, ouais. Ouais, donc, en tout cas, beaucoup de mes condoléances à votre militantisme au RDR et puis... C'est une continuité, donc il n'y a pas de problème, c'est une continuité. Ok. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes avec nous par téléphone. Et oui. Voilà.
Alors, nous recevons également le docteur Eric Eddy, qui est un habitué de Radio PDCI RDA. Docteur Eddy qui est enseignant et qui est à Philadelphie, qui va se présenter, même s'il est assez connu déjà sur Radio PDCI RDA. Bonsoir, docteur Eddy. Je vous en prie. Je vous dis bonsoir aussi et meilleurs vœux à tous vos auditeurs, meilleurs vœux aussi aux frères qui sont avec nous. Je salue au passage mon jumeau, c'est comme ça que les gens ont convenu de l'appeler à Philadelphie, Sosten Kofi. On dit que nous avons des traits de ressemblance. Et je salue aussi le frère militant du RDR, Jules Neki, je pense bien. Et puis toi-même aussi, Emmanuel, pour cette nouvelle occasion que tu nous offres d'être sur ce plateau. Merci. Je crois que c'est important de rappeler, docteur Eddy, que vous enseignez les sciences sociales, je crois. J'interviens à Jefferson University, ce qu'on appelle le liberal arts, comme vous pouvez le savoir. Je suis enseignant donc de sciences sociales. Mon domaine de spécialisation, c'est les études internationales et les sciences politiques. Les cours que je donne, ce sont les cours de politique mondiale et les cours sur les droits de l'homme. Je ne suis pas et je ne me veux pas un spécialiste, mais vous savez, dans le milieu académique, la recherche et la discussion des idées sont donc le fort de ce que nous faisons. En ce qui me concerne particulièrement, j'allie en même temps la recherche et l'enseignement, mais aussi l'activisme dans la communauté africaine au niveau de Philadelphie. Donc, si vous voulez, c'est un peu la jonction de tout cela. On peut me retrouver un peu partout. C'est ça, c'est les sciences sociales. Ça donne beaucoup plus de sens à la vie. Depuis l'université d'Abidjan, j'ai fait mes humanités au département d'anglais. Je salue au passage la mémoire du professeur Seribaï, quelqu'un qui m'a inspiré donc dans le domaine de la recherche. Si aujourd'hui je suis enseignant, c'est à cause du professeur Seribaï. Donc de là-bas, j'ai fait la transition pour être beaucoup plus proche de tout ce qui a trait à la mondialisation, tout ce qui a trait à la philosophie politique des Africains et des peuples noirs en général dans le monde. Et voilà un peu le domaine dans lequel je me spécialise. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, je vais commencer par... Je crois qu'aujourd'hui, nous allons ensemble essayer d'ébaucher un peu ce que sera 2019 en termes politiques. Et puis, je crois que vous avez chacun des responsabilités au niveau de vos groupements, je dirais de vos groupements politiques ou de vos partis politiques ou de vos organisations politiques respectives. Et donc, on va essayer un peu d'éplucher un peu ce que sera 2019 pour les différentes organisations ou partis politiques dont vous avez la charge ou auxquels vous participez. Alors, j'aimerais commencer par demander, je ne dirais pas des nouvelles, mais par dire un peu, par demander un peu quelles sont les nouvelles pour être plus rapide. Quelles sont les nouvelles au niveau de vos partis politiques, de vos activités, de vos organisations respectives. Et j'aimerais commencer par qui est volontaire, peut-être M. Kofi du PDCI RDA, Dr Eddy. M. Kofi. Bon, nous, en ce qui nous concerne, le mot d'ordre du parti est un peu notre locomotive, notre boussole. Nous savons qu'actuellement en Côte d'Ivoire, la démocratie est menacée. Ce que sera 2019 pour les différents... Allez-y, allez-y. Alors, le problème actuellement, c'est que nous préparons 2020. Et 2020, c'est l'élection présidentielle. Et le PDCI, cette fois-ci, en 2020, aura un candidat actif et militant, et surtout loyal au parti. Alors, une élection, ça se prépare. Une élection, ça se passe dans une condition, dans un environnement paisible, un environnement où les gens ont le droit de se déplacer, de voter de manière organisée. Une organisation qui supervise et organise ces élections de manière transparente, ouverte et sécurisée. Alors, ces conditions ne sont pas réunies. Elles ne sont pas réunies en 2018. Nous avons vécu les élections municipales et régionales avec beaucoup de problèmes.
Notre CEI actuellement, la Commission électorale indépendante actuellement, n'arrive pas à organiser des élections sans perte de vie humaine. Alors, nous allons, nous, au PDCI, nous atteler à ce que la CEI soit représentatif. Nous allons renforcer et répéter ce que les organisations internationales ont déjà mentionné à l'État de Côte d'Ivoire, et avec plaisir, le président de la République a dit qu'il allait faire en sorte que cela soit fait. Nous souhaitons que cela soit fait le plus tôt possible. Et aussi, au PDCI, nous sommes en train de recruter. Nous sommes en train de recruter, pas parce que nous n'avons pas de militants ou bien nous n'avons pas de sympathisants, mais nous souhaiterons que nos militants soient immatriculés. Un vrai militant, c'est celui qui est immatriculé, qui a une carte. Et nous avons aussi un problème avec notre logo qui a été accaparé de manière illégale par un parti qui s'organise pour naître. Alors, nous avons ces problèmes-là qui sont pour 2019, nous devons les résoudre. Voilà un peu en résumé ce que nous, à notre niveau, nous comptons faire. Maintenant, nous ne pourrons pas le faire sans l'apport des autres Ivoiriens. C'est en cela que la résolution du Congrès extraordinaire qui est demandée au président du PDCI d'entreprendre des démarches pour que nous avons une plateforme large qui renferme tous les Ivoiriens épris de paix et qui veut retrouver la Côte d'Ivoire d'antan de sous le PDCI est vraiment souhaité, et nous souhaiterons que cela s'accélère. Voilà un peu nos préoccupations, nous, en tant que militants PDCI à l'extérieur, en tout cas en ce qui concerne Ivoire Diaspora USA. D'accord. OK. Je pense que peut-être dans la seconde partie de ce débat, on aura l'occasion d'aller un peu plus en détail sur la présentation d'Ivoire Diaspora USA et peut-être des activités que vous avez eu à mener récemment. J'aimerais peut-être donner l'occasion à M. Jules Nikin de donner un peu, de faire de même, de donner un peu les nouvelles fraîches du RAGP unifié 2019. Monsieur Nikin, qu'est-ce qui se trame au RAGP unifié? Je pense que le congrès du 26 janvier est l'événement le plus... Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je disais, vous demandez ce qui se passe au RHDP? C'est ça. Au niveau du RHDP... On vous entend plus faiblement. Il dit qu'au niveau du RHDP, je vous informe qu'hier, il y a eu le lancement du pain du parti. Après, les femmes, il y a eu une très forte mobilisation des femmes pour le lancement du pain du congrès qui aura lieu du 25 au 26 janvier 2019. C'est un événement majeur qui va marquer un tournant décisif de notre parti. Et ça sera, comme le disait notre porte-parole hier, le PCE du Congrès, un moment de clarification. Donc là, on va commencer à lancer les bases du parti unifié et tout sera clarifié, on saura sur quelle base on marche. Donc pour l'instant, toute notre énergie est concentrée sur la préparation de cet événement historique. Et notre délégué général est actuellement à Abidjan, il participe activement au préparatif de ce congrès-là. Il nous tient régulièrement informés. Donc notre actualité, c'est la préparation du congrès du Parti unifié le 25 et 26 janvier. Le 25 et 26 janvier. Maintenant, après ça, on saura clairement ce qui nous attend. Justement, on a vu votre pagne. On a vu enfin, vous dites que c'était le lancement du pagne. On a vu votre pagne avec le logo, toujours avec le logo du PDCI-RDA. Ça ne vous gêne pas? Je ne sais pas, j'ai une urgence à annoncer. Je ne sais pas si il peut nous informer. Il paraît que Amadou Bon Coulibaly a été transféré en urgence en clinique actuellement. Donc, je ne sais pas en quoi c'est vrai, mais bon, voilà le news que je viens de recevoir tout de suite là. J'ai même appris la rumeur même de son décès. Tout ça, c'était une rumeur. On a appris ça. La clinique Parat, puis transféré chez le professeur Dogbo.
Bon, on peut continuer. Voilà, je n'ai pas les dernières nouvelles, mais c'est une rumeur, c'est plus grave même que ce que vous venez d'annoncer. Ah, ok. Il sait qu'hier, il n'était pas à la scène de lancement du pagne, c'est sa femme qui était là, qui le représentait. Donc, je vais me renseigner après l'émission pour voir ce qu'il en est. Okay. Right. C'est sûr que Radio PLCIRDA a déjà la bonne information. Jacques va sûrement, si ce n'est pas déjà sur la page de Radio PLCIRDA, Jacques va sûrement vérifier l'information et c'est sûr que c'est déjà balancé. Il y a tellement de fake news que bon. On souhaite que ce soit une fake news. Hein. On souhaite que ce soit une fake news. On vraiment souhaite vraiment que ce soit une fake news. Mais je tenais à vous informer, à informer tout le public, hein, c'est tout. Ça n'a pas d'autre fin. Hein. Voilà, sinon la rumeur qu'on avait appris était plus mauvaise. La nouvelle était plus mauvaise que ça, quoi. S'il a été simplement transféré, bon, ben. Ok. Right. Un être humain, il peut arriver qu'il fasse un malaise. Donc, bien sûr, je suis d'accord. En tout cas, les auditeurs qui sont en ligne, s'il y en a qui ont des informations avérées, n'hésitez pas à les balancer en commentaire et puis on pourra en débattre. Alors, monsieur Nikin, allez-y alors. Ouais, donc je disais que le logo du PDCA, il y a sur le pagne, ne vous gêne pas. Bon, le logo, jusqu'à preuve du contraire, on a des mouvements du PDCI qui sont avec nous et qui exigent qu'on utilise ce logo-là. Donc moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Maintenant, peut-être qu'après le congrès, quand on va clarifier tout, peut-être que ce logo va disparaître. Là, on ne sait pas, mais pour l'instant, comme il y a des mouvements qui se réclament toujours du PDCI, mais qui sont avec nous, ils veulent utiliser ce logo. Donc, quand on les annonce, c'est ce logo qui présente. Donc, on utilise ça pour le moment. Maintenant, quand on va clarifier tout après le congrès, de nouvelles décisions vont se prendre. Donc, moi, personnellement, ça ne me gêne pas qu'il y ait... Parce qu'il y a des mouvements, c'est comme du PDCI qui sont encore avec nous, pour le parti unifié. D'accord, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que le PDCI, officiellement, vous dit qu'il n'est pas avec vous, mais des mouvements du PDCI disent qu'ils sont avec vous. Donc, vous, ça ne vous gêne pas que le logo du PDCI soit sur votre pagne. Oui, quand le parti sera constitué maintenant, on aura un nouveau logo. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'on va, comme on dit, on va tout clarifier. C'est en ce moment-là maintenant que peut-être que ce logo va disparaître. Ça, je donne mon opinion personnellement. Personnellement, ça ne me gêne pas s'il veut être représenté par ce logo. Parce qu'on se dit que c'est une alliance de partis, une union de partis. Et il y a certains éléments qui sont du PDCI, qui ont créé une mouvance et qui se réclament plus du PDCI, qui disent qu'eux, ils sont contre la rupture, ils veulent appartenir au parti unifié, bien qu'étant PDCI, et qui souhaitent, quand on les appelle, présenter ce logo comme leur logo. Bon, non, parce que quand vous voyez le pagne, il y a le logo de différents partis. Et comme le PDCI, il y a des mouvements de PDCI, ils n'ont pas encore de logo à eux-mêmes. Ils préfèrent utiliser ce logo parce qu'ils se réclament toujours du PDCI. On l'utilise pour l'instant, mais après le congrès de la clarification, on va prendre des décisions s'il va falloir créer un nouveau logo ou faire du passement sur ce logo-là. Bon, vous me dire que c'est gauche, mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, ici, au niveau de la régie, au niveau je crois, on a des commentaires qui nous viennent du Canada, des États-Unis. Les gens sont un peu inquiets au niveau de l'annonce au niveau du Premier ministre Gon. Donc, on nous dit qu'on souhaite que ceux qui sont à Abidjan nous donnent les informations. Et je pense que le meilleur canal, ce sera ceux qui sont sur Facebook, qui sont à Abidjan. Et quelqu'un nous dit que c'est probablement un fake news. Donc, ceux qui sont sur Facebook, parce que ceux qui sont au niveau des États-Unis et du Canada, eux, ils sont sur la radio, donc ils ne peuvent pas communiquer directement. Donc, ceux qui sont sur Abidjan, qui ont les nouvelles éventuellement, qui ont les vraies nouvelles, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous donner les informations. Alors, docteur Eddy, monsieur Nikin, un autre mot, vous dire quelque chose d'autre? Oui. Non, pour l'instant, ça va pour l'instant. Les activités du parti. OK, d'accord. Docteur Eddy du CACI, à votre niveau, vous qui êtes, est-ce qu'on peut vous définir comme étant un pro-Gbagbo? Bien, merci. Merci de me donner l'opportunité de clarifier ça. Je crois qu'il faut tous ensemble, quelle que soit l'obédience politique qu'on a ou bien quelles que soient les affiliations, que le discours politique ivoirien tende à aller vers plus les questions d'idéologie que les questions de personnes.
Et je crois que ce n'est pas, c'est à la fois une mauvaise étiquette et une bonne étiquette de déterminer quelqu'un par rapport à Laurent Gbagbo. Par exemple, quand vous avez dit il est de la gauche, c'est beaucoup plus fédérateur, c'est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus, j'allais dire, à la fois sérieux et indépendant. Et quand on dit pro-Gbagbo dans le jargon politique ivoirien aujourd'hui, oui, on sait ceux qui sont les pro-Gbagbo et on sait les idéologies, mais je crois qu'au niveau du CACI, nous allons au-delà de ça. Laurent Gbagbo devient, si vous voulez, comme un référent politique, c'est vrai, un référent en matière d'idéal social, d'idéal politique et même d'idéal économique, mais c'est comme si vous déterminiez des gens et vous disiez à quelqu'un qu'il était un pro-Gandhi ou bien un pro-ceci, ou alors on disait qu'il était un pro. Alors, le terme de pro, vous voyez que c'est le plus souvent utilisé lorsqu'on parle de politique africaine. Dans les autres pays, par exemple, même en France, vous n'allez pas entendre des gens dire qu'ils sont pro-Chirac ou bien pro-ceci. On doit déterminer des gens par rapport à la droite ou à la gauche, ou bien à telle idéologie, ou bien à telle autre idéologie. Et je pense que pour la nouvelle génération que nous sommes et pour nous autres qui voulons apporter un plus dans la donne politique ivoirienne, je pense qu'il nous appartient d'aller au-delà de ces identifications. Rapidement sur ça, vous verrez que même dans les quiproquos ou alors les problèmes internes dans ce grand parti de la gauche qu'est le Front populaire ivoirien, vous êtes rendu compte que tout de suite, on a catégorisé les gens en termes de pro-Gbagbo et de pro-Afi. Vous voyez? Et on a laissé peut-être tout de suite les questions les plus essentielles, ou alors on a masqué les questions qui sont les plus essentielles, qui sont les questions peut-être de fond, qui sont les questions de l'idéologie du parti, ou bien les questions de l'approche ou bien de l'orientation philosophique d'un parti. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Je préfère en tout cas le terme de proche de la gauche par exemple, et ce n'est pas mauvais hein, comme m'identifier comme un supporter, mais je crois que mon activité, mon idéologie, mon affiliation et ma façon de voir les choses me portent au-delà de ça. Justement, c'est parce que cela me porte au-delà de cette identité que vous me verrez en train de faire les activités avec, participer aux activités de Ivoire Diaspora, par exemple, marcher avec Office Osten, organiser des choses avec lui et même aussi essayer de mener plus loin la question de cette plateforme-là que le président du PDCIRDA veut mettre en place. Ça me permet, suite à votre question, de rapidement donner ce que 2019 réserve au comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Je dirais que pour nous, au comité d'action de la Côte d'Ivoire, à l'issue de notre réunion du 29 juillet 2019, dernière réunion donc physique de l'année, nous avons dressé, si vous voulez, un peu un bilan et jeté un regard. 2019 s'annonce pour nous avec beaucoup de nuages. Malheureusement, nous pensons que les nuages qui planent sur la Côte d'Ivoire. Là, nous n'étions pas encore de façon spécifique sur le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, mais je veux dire de façon générale sur la gauche, EDS ou je ne sais pas quoi. Ben, je crois que les perspectives s'annoncent bien, hein, parce que, bon, le CACI, si c'est sur ce plan-là, donc je vais mettre en réserve ce que j'avais voulu dire auparavant. Non, mais si c'est sur ce plan, écoutez, le CACI est en train de faire un travail. D'abord, je peux vous annoncer fortement et hautement que le CACI est membre de EDS. Nous avons eu encore une fois la confirmation à notre réunion de ce samedi 29 décembre, lorsque nous avons interagi immédiatement avec un des vice-présidents de l'EDS, en l'occurrence le doyen Harding. Donc il y a cela. Il y a aussi le fait que le CACI travaille en étroite collaboration avec d'autres organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Et donc 2019 s'annonce pour nous avec, j'allais dire, à la fois beaucoup d'anxiété, d'appréhension, mais en même temps aussi beaucoup de sérénité dans ce que nous souhaitons accomplir. Donc, voilà le peu que je puisse dire sur ce que 2019 va représenter pour nous. En tout cas, ce serait une dernière ligne droite. Si nous nous sommes dit que si 2019 est raté, ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur 2020. Donc, ça vous fait comprendre un peu notre perspective et ce que nous comptons faire, ce que nous comptons essayer de faire en 2019. Alors, j'espère qu'on va arriver à aller un peu plus, plus en détail dans cela parce que nous espérons que vous puissiez nous dire, par exemple, ce que sera 2019 si le président Laurent Gbagbo est libéré, par exemple. Au niveau de la plateforme de l'opposition, nous espérons que vous rejoindrez
la plateforme qui est initiée par le président Bédié. Qu'est-ce qu'on peut espérer de vous? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que vous êtes un peu hésitant. Je ne sais pas si vous voulez que je réponde à ça. Hein. Je crois que dans une émission antérieure que j'ai eue, même sur cette même radio, et qui avait aussi pour invité Andrien Babé, je pense bien, j'ai évoqué cette question. Vous savez, je vous le dirai, le CACI se veut aussi petite structure que nous sommes. Nous voulons quand même aussi des pionniers en matière de conversation avec différentes parties. Vous savez que c'est au CACI, nous n'avons pas hésité à envoyer des émissaires vers des personnalités. On n'est pas spécifique pour... Je voulais vous dire quelque chose sur ça. C'est simplement pour répondre à la question et vous rassurer que au niveau du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas fermés. Il y a une seule opposition ou alors une seule alliance à laquelle nous sommes fermés pour l'instant. C'est avec le RDR et c'est avec tout ce qui a tramé avec la rébellion. En dehors de cela... Y compris sur Guillaume. Ben, bien entendu, vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je suis en train de dire. Vous me voulez... nous allons... Permettez-moi... La parole, je vous laisse le temps de... Permettez-moi, nous allons revenir. Permettez-moi de lire ceci. Que nous avons reçu cela du frère Kissinger Sako, qui vient souvent sur notre radio. Alors, qui dit que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a appris la rumeur de son propre décès sur les réseaux sociaux alors qu'il était assis chez lui à la maison. Alors, il nous dit que demain, Inch'Allah, son revenant sera la présentation des vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Alors, comme quoi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se porte très bien. Et donc, il n'y a pas de quoi paniquer. Voilà. Donc, je pense qu'on peut avancer sur cette question-là. Le monsieur, il est encore en pleine forme et il continuera d'emmerder le PDCIRDA. Alors, le travail de Premier ministre, je suis désolé, il ne faut pas lier. Et bien sûr, de développer la Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est le travail de Premier ministre, mon frère. Non, je ne souhaiterais pas participer à une émission où, qu'on appelle ça, le modérateur souhaite la mort de quelqu'un. Hein. Ah non, non, justement, c'était ironique. C'était ironique, justement. Je disais qu'il fallait qu'on arrête il faut qu'on arrête ce débat-là, justement. Pour moi, ce débat n'a pas lieu d'être. Pour un homme de lettres, vous savez, l'ironie peut aller dans tous les sens. Hein, donc, il faut faire attention à ce que nous disons. Ah, ben oui. Bon, écoutez. Donc, justement, il faut qu'on arrête ce débat. Et puis, bon, voilà, on peut avancer. On peut avancer. Alors, monsieur Nikin, je pense que vous êtes bien heureux qu'on avance sur cette question-là. On va revenir, si vous le voulez bien, avant de revenir à M. Sosen Kofi, sur le débat sur le congrès du RAGP. Je pense que ce sera un tournant pour le débat politique pour cette année 2019. Voilà. Alors, pour vous, quelle sera l'importance de ce débat-là, surtout sur la question de la fusion ou de la disparition des partis politiques? Qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que les partis politiques vont disparaître après le 26 janvier 2019? L'idéal serait qu'à terme, les partis politiques disparaissent. Mais pour l'instant, pour un début, chaque parti va mettre son identité, mais on va se fondre dans un moule qu'on appelle le RHDP. Et lorsque les différents des partis vont commencer à agir sur le terrain en RHDP, naturellement, avec le temps, leurs partis n'auront plus de signification et vont tous se fondre dans le RHDP. Mais brusquement, comme ça, on peut arriver à décréter demain la dissolution des partis. Mais à terme, c'est l'objectif. À terme, c'est-à-dire? Oui, dans le temps. Pas maintenant, parce qu'on s'est donné, bon, on a réduit la période de 3 à 6 mois. C'est-à-dire, ça peut être après 2020? Ça peut être après 2020, bien sûr. Bon, dans ce cas, quel était le problème avec ce que disait le PDCIRDA qui a estimé que cela pourrait être après 2020? Qu'est-ce qu'on a reproché au PDCIRDA alors? Parce que c'est ce que le PDCIRDA a dit après son bureau politique. Oui, mais c'est vrai qu'il fallait qu'on s'entende d'abord sur le principe.
le président n'a pas voulu être patient. On voulait s'entendre d'abord sur le principe. Quand on a voulu faire l'Assemblée constitutive, on a convaincu le PDC a dit non, ils ne veulent pas parce qu'ils voulaient un candidat. Le plan du PDC, c'était pas qu'ils étaient vraiment opposés même à l'idée de s'unir. Mais c'est parce qu'ils voulaient forcément avoir leur candidat et leurs conditions. Et si on doit s'unir, on s'unit. Maintenant, on doit avoir le candidat sorti du PDC. Mais si on est ensemble, on parle plus de PDCI. Ils ont compris comme si le PDC allait disparaître. Jusqu'à peu du conseil, les partis viennent à la preuve, on a gardé les logos des différents partis dans le logo du RHDP. Mais à terme, les partis vont disparaître. Ça, c'est l'objectif. Parce que si on passe, ils ne sont pas des partis unifiés, ça sera un parti. Les partis vont fusionner et former un. Mais pour l'instant, ça dit que demain au Congrès, on n'a pas dit que l'UDPCI disparaît totalement, mais avec le temps, si par exemple le président de l'UDPCI devient le vice-président du nouveau parti unifié, quand il va aller sur le terrain, il va agir en tant que RHDP désormais. Donc tous les leaders qui vont agir au nom du RHDP. Et les personnes vont s'habituer au RHDP et progressivement, les partis politiques vont disparaître d'eux-mêmes comme ça, quoi. Donc c'est ça l'objectif. Ok, alors monsieur Kofi, donc bon, là on danse un peu le tango là. Donc on nous dit finalement qu'ils ne vont plus disparaître après le 26 janvier, on nous dit qu'ils vont disparaître à terme. Monsieur Mabry dit qu'ils ne disparaîtront point. Donc au niveau du PDCI, quelle est votre appréciation, quel est votre commentaire? Bon, d'abord, il faut que je vous dise que je n'aime pas parler de RHDP et tout ça. Pour moi, c'est un dossier, c'est fini, c'est terminé. Vous me connaissez depuis 2015. Cette affaire de RHDP, je n'ai jamais mangé à ça. Je me suis mis à l'écart. Bon, j'ai attendu aujourd'hui que le mouvement, l'évolution du temps a montré que le président Bédié était plus wise que nous tous, était plus intelligent, voyait plus loin, effectivement. Il faut que nous allions en avant. Pour moi, aujourd'hui, il s'agit de 2020. Maintenant, le PDCI a deux problèmes, je crois. Un, on n'a pas respecté le deal qu'on a fait en 2015. Et de deux, on veut que le PDCI se moule dans un autre parti politique. Voilà les deux raisons qui font que nous, on n'est pas dans les histoires de RHDP. C'est que nous autres aimions et avons toujours souhaité. Donc, aujourd'hui, qu'on dise, bon, ils n'ont pas voulu ça, ils n'ont pas machin, tout ce qui nous intéresse actuellement, on veut notre logo. Et puis, on veut que les conditions soient remplies pour qu'en 2020, nous ayons des élections. Que les Ivoiriens reviennent de leur exil, qu'on libère totalement les prisonniers politiques et qu'on réforme cette série-là. C'est ça qui est, nous, notre concern actuellement. Les histoires de RHDP, pour moi, potentiellement, je suis désolé qu'à ton émission, tu veuilles parler, mais je ne suis même pas les histoires de RHD. Je ne sais même pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'au PDCI, tout ça nous favorise, nous autres, parce que ça fait en sorte qu'on clean house, comme on dit. On fasse en sorte que les vrais militants du PDCI, ceux qui croient à l'idéologie de droite du PDCI, ceux qui croient aux valeurs de Houphouët-Boigny, restent au PDCI. Ceux qui pensent qu'ils ont d'autres intérêts à l'autre côté, mais c'est leur droit le plus absolu, qu'il n'y a pas de problème. C'est un peu comme si on était dans une république de bananes. Les gens veulent aller quelque part, mais allez-y. Le problème, c'est qu'ils veulent nous tirer avec eux. Ils veulent prendre notre logo, ils veulent voler nos élections, ils veulent se manger. Ça, c'est ennuyeux pour un pays qui se veut émergent. Nous avons des problèmes plus sérieux. Nous avons des frères qui sont en exil. Nous parlons de recensement des Ivoiriens. Nouvelle carte d'identité, nous avons d'autres qui sont à l'extérieur, nous avons des gens qui sont en prison, nous avons une commission électorale qui est bafouillée, qui ne respecte rien du tout. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des morts. Des préfets qui s'accaparent la victoire de tout un conseil municipal. Écoutez, c'est ça le vrai problème. Moi, je n'ai pas de problème de RHDP. Pour moi, je suis au PDCI et on fait en sorte que le PDCI soit prêt pour 2020 avec tous les autres Ivoiriens qui veulent nous aider à ce que, d'abord, dans un premier temps, nous ayons un environnement politique, social viable pour que tous les autres partis politiques aussi aient des candidats aux élections. Voilà un peu, moi, en ce qui me concerne. Affaire de RHDP, franchement, je suis très, très désolé, Emmanuel. J'aurais voulu me mettre dans ce jeu-là, mais ce sera de l'hypocrisie de ma part. Ça ne m'intéresse pas du tout, RHDP.
Justement, ce qui vous intéresse, ça peut être peut-être, par exemple, le choix du candidat du PDCI-RDA, je dis, à la convention, par exemple. Voilà. Et bien d'autres thèmes. Donc, par exemple, ce qui vous intéresserait en 2019. Le jeu à l'intérieur de la convention, comment ça va se passer? Quels sont les clivages? Parce que, bon, la convention, je crois que c'est la deuxième fois. Je suis allé à une convention à Yamoussoukro pour Bédié. Je me rappelle, je crois, c'était en 2000, je ne me rappelle pas, mais en 2015, je crois. 2015 ou bien 2013, en tout cas, avant, on allait à Yamoussoukro pour une convention. En 2013 alors? Hein, c'était quoi? En quelle année? En 2013 alors? 2013. Non, pas 2013. 2013, c'était le congrès. 2013, 2012. 2012, c'était le congrès où on devait relire le président du parti. Mais je parle de président à la candidature, c'est-à-dire président… 2014? Candidat aux élections présidentielles. C'était Bédié qui était le candidat du PDCI. Je crois que c'est après 93. 94, je ne sais pas, une année là, j'étais à la Yamoussoukro. Donc, je veux dire que pour moi, effectivement, tu as raison, c'est qui intéresse le PDCI pour que nous évoluions vers 2020 avec surtout tous les autres Ivoiriens. C'est très important parce qu'on a l'impression que quand on gagne une élection, on dirige que pour sa chapelle. Ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple du RDR qui avait une bonne plateforme politique. Moi, j'étais pour la plateforme. Le jeune homme qui est de l'autre côté du RDR, il va vous dire, à Philadelphie, jusqu'à ce que les militants même du PDCI me demandent, mais toi, là, tu es devenu RDR ou quoi? Parce que j'étais à fond dans cette plateforme politique avec le RHDP pour qu'on travaille. Mais quand ça a continué, quand j'ai vu les actions des gens qui sont en prison 7 ans sans être jugés, j'ai dit, ce n'est pas une bonne affaire. Je me suis retiré et j'ai dit que 2015, il ne fallait pas permettre à ce que le RDR maintienne son candidat. On nous a dit non, on a dépassé ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase de l'évolution de la Côte d'Ivoire, surtout sur les droits démocratiques. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'acquis. La CEI, par exemple, ça a été le résultat de beaucoup de fights, de beaucoup de combats de gens de gauche comme de droite. Nous avons acquis une commission indépendante. Avant, c'est l'État qui organisait les élections. Aujourd'hui, on veut nous ramener à 20 ans encore. Et cela, ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, mais c'est une affaire de nation. C'est une affaire d'un pays qui veut se moderniser, qui veut avancer. Et cela ne se fait pas en groupe. Donc, pour ne pas me perdre dans mes trucs, effectivement, ce qui m'intéresse, moi, actuellement, c'est comment faire en sorte que le PDCI ait un candidat qui soit représentatif plutôt pour toute la Côte d'Ivoire. Et avant cela, que les conditions soient remplies pour qu'on ait une élection juste et transparente en Côte d'Ivoire. Et on doit faire en sorte que tous les Ivoiriens de l'extérieur, en exil, prisonniers, désarmer les gens, les microbes et tout ça, en tout cas faire en sorte que nous ayons un pays qui soit prêt à aller aux élections. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de la refondation qui a pensé qu'il pouvait aller à une élection avec des gens en armes, des gens armés. Et puis aujourd'hui, nous sommes encore à square one. Donc voilà un peu moi ma préoccupation. Je suis encore une fois désolé si je ne peux pas répondre à la question de l'affaire de RHDP, mais en toute sincérité, franchement, je n'ai pas envie de parler de ça. Je n'ai même pas d'éléments, je ne sais même pas de quoi je vais parler. Non, mais justement, vous avez répondu à la question, vous avez répondu à ce qui vous intéresse. Je poser une question, s'il vous plaît. Et le débat, justement, porte sur quels seront les challenges pour 2019. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ce qui ne vous intéresse pas. Monsieur Nikine, vous avez une question avant qu'on passe au docteur Eddy? J'ai une question concernant la CEI. Parce que concernant la CEI, ça me gêne souvent quand j'entends que c'est le PDCI qui critique de façon virulente la CEI. Je veux savoir, au niveau de la composition de la CEI, y a-t-il des responsables du PDCI là-bas? Parce que je sache, le président de la CEI est un militant du PDCI. Donc, quand vous me posez la question, s'il me pose la question. Pourquoi cette violence des critiques à l'égard de la CEI? Parce que quand on parle des élections locales, c'est généralement les CEI locales. Ce n'est pas la CEI centrale qui a le problème. C'est au niveau des CEI locales que le problème se pose. Donc, plutôt, même si on crée une CEI centrale avec des militants uniquement du PDCI, comme vous le souhaitez ou comme vous le voulez, au niveau des CEI locales, s'il n'y a pas… Si on ne fait pas
on n'arrive pas à conscientiser les gens qui vont les CEI locales, ça tue le même désordre. Donc, quand les gens parlent de la CEI, c'est un plan qui concerne tout le monde. Les élections, il n'y a pas que le RDA qui remporte les élections, je pense qu'il y a beaucoup d'élections aussi, par cette CEI-là. Si elle est dans une région, pas forcément la faute au RDA. Donc, c'est comme si, moi, j'aurais compris que le FPI... C'est une question, c'est un développement. Voilà, c'est une question qui est beaucoup. Pourquoi cette violence à l'égard du... Ok, la question est adressée à qui? À Dr Eddy ou au... Non, non, ok, voilà. Une minute. Je suis un peu navré de vous dire que vous ne connaissez pas la composition de la CEI. Si vous connaissez d'abord la composition déjà de la CEI, vous allez vous dire qu'elle n'est pas équilibrée. D'abord, ça c'est un. De deux, il ne s'agit pas d'individus à l'intérieur de la CEI. Il s'agit d'une institution qui doit fonctionner normalement. Vous me parlez des démembrements de la CEI, mais le démembrement est contrôlé par la tête, je veux dire par la direction, parce que tous les votes finissent et qui sont annoncés en principe par la CEI avant que le Conseil constitutionnel ne donne le résultat final. Mais je vous donne par exemple, je pense 34 membres de la CEI, ou bien 14, plus de la majorité proviennent de la présidence. Les ministères de temps, les gars, les ministères de trucs, et tous des RDR, parce qu'on sait aujourd'hui, encore une fois, que si tu n'es pas militant du RDR ou bien du RHDP, tu n'as aucun poste en Côte d'Ivoire. Ça ne fait que renforcer cela. Donc nous, on dit que la CEI, d'abord même, moi, j'aurais souhaité que ce soit une affaire de moins de politique, que la société civile s'implique dans cette histoire-là. Parce que les politiques, ça mène à ces raisonnements que vous aviez là. Comme il est PDCI, ça veut dire forcément qu'il doit travailler au PDCI ou bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous savons que avoir les grands titres de PDCI ou bien de RDR ne signifie rien du tout parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas nommer de gens, mais bon, vous voyez, les grands titres, les gens aux stars dans les partis, c'est eux qui sont de l'autre côté le plus souvent. Donc, en fait, quand on parle de la CEI qui a besoin d'être réformée, de faire en sorte qu'elle soit représentative. Maintenant, ce qui est au niveau local, même ça ne tient pas comme argument parce que les préfets sont impliqués dans les résultats. À Bassam, par exemple, le préfet a dit non, ça ne finit pas à 18h, ça finit à 20h. Après, c'est lui qui ne donne pas les résultats, c'est lui qui, à la télévision, ça sort. Tout ça, ce n'est pas dans les tests qui relient la CEI. La CEI a besoin d'être transformée et réformée. Ok. Bon, en même temps, il faut dire aussi que le FPI du président Afi, par exemple, avait un représentant au niveau de la CEI. Et ce représentant-là, je dis, a commencé à agir différemment des instructions du FPI du président Afi. Le FPI, c'est laver les mains de ce représentant-là. Donc, si le PLCI estime que la manière dont leur représentant se comporte au sein de cette CEI-là, est indigne de leurs principes et de leurs valeurs, bon, le PDCI-RDA peut estimer que M. Youssouf Bakayoko, n'est plus digne d'être leur représentant, ou bien le PDCI-RDA peut carrément dénoncer les attitudes de M. Youssouf Bakayoko. Le PDCI-RDA ne l'a pas fait, donc pour moi, le PDCI-RDA assume le comportement de M. Youssouf Bakayoko en tant que président de la CEI. Et M. Youssouf Bakayoko lui-même, il ne peut pas rendre sa démission? Mais justement, on est tous d'accord. Pour qu'il rende sa démission, il faut qu'il y ait des actes négatifs qui aient été posés. S'il ne rend pas sa démission, que le PDCI-RDA ne lui demande pas de démissionner. Ça veut dire que le PDCI-RDA assume tout ce qui est fait par ce monsieur à l'intérieur de, par rapport à son... Je tiens et j'insiste sur le fait que ce n'est pas les représentants. Les représentants ne jouent leur partition dans le jeu démocratique, c'est-à-dire il y a une institution qui doit renfermer tous les acteurs politiques. Le PDCI envoie un élément, mais la structure, comment elle fonctionne, oui, mais quand même, il est président. Elle est régie par des tests. Ce n'est pas régi par Bakayoko. Il y a des tests à l'intérieur qu'on dit qu'il faut que ça fonctionne. Sinon,
je ne pense pas qu'il est là-bas pour présenter le PDCI ou bien être la voix du PDCI. Non. Je suis d'accord. Il ne travaille pas pour le PDCI. Qui a été avec comment on dit ça, des règles et des termes et tout ça qui régissent la CEI que tout le monde doit respecter, quelle que soit ta couleur politique. Et aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous à la solde du président qui va même voter avec le président de la commission électorale à côté de lui. Ça, c'est-à-dire que ça ne se fait même pas. On va avancer. On va permettre à Dr Eddy de dire un mot sur ce sujet aussi qui a été abordé auparavant. Dr Eddy, vous avez la parole avant qu'on puisse passer peut-être au chapitre suivant qui concerne vos différentes organisations et les actions que vous avez posées récemment. Dr Eddy, on a encore une quinzaine de minutes. On sait sur quoi? Le RHDP, là, c'est ça? Nous sommes toujours sur le chapitre qui concerne les perspectives pour 2019. Ah, ok, merci. Bon, écoutez, pour les perspectives pour 2019, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien je tentais de le dire, pour nous, 2019 s'annonce déjà avec des nuages qui malheureusement ne vont pas se dissiper, ne sont pas prêts à se dissiper. Ces nuages-là sont essentiellement causés par le régime au pouvoir. Si le frère Niki m'écoute pour la première fois, il saura que depuis 2010, au Cassis, nous n'avons jamais adoubé ceux qui sont aujourd'hui les tenants du pouvoir en Côte d'Ivoire de quelconque titre de président ou bien de gouvernement, etc., etc., parce que la base, elle est forte sur... Puisque vous tenez tant à parler du Cassis, dans ce cas, je suis de vous demander de définir le Cassis, parce qu'il y a les commentaires sur le... Bon, écoutez, je ne sais pas, peut-être que je ne comprends pas la question, mais vous me demandez quelles sont les perspectives. Oui, vous êtes de la gauche. Oui. Donc, pour nous, vous allez nous dire, par exemple, si Laurent Gbagbo sort, voyez ce qui va se passer, l'alliance au niveau de l'opposition, voyez ce qui va se passer. Vous ne me laissez pas finir. Maintenant, si vous voulez vous poser des questions spécifiques. Okay? Non. Vous êtes peut-être sur la bonne voie, mais quand vous faites référence au Cassis, vous nous demandez de définir alors ce que c'est le Cassis, parce qu'on a des questions sur la page Facebook qui nous disent c'est quoi le Cassis. Donc, le Cassis, c'est le comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Le comité d'action pour la Côte d'Ivoire est une plateforme que nous avons organisée ici aux États-Unis, précisément en mai 2012, pour fédérer les activités de ceux qui se sont appelés les patriotes, spécialement au lendemain de ce que certains du RDR et de la rébellion dans le temps ont appelé la bataille d'Abidjan. Et donc, depuis 2012, le Cassis évolue avec une dizaine d'organisations. Aujourd'hui, nous sommes réduits à environ 5 organisations, mais nous continuons d'être la seule formation, si vous voulez, de la société civile qui a maintenu le cap jusqu'aujourd'hui, bien entendu avec le concours de plusieurs autres camarades, ici en tout cas sur la sphère aux États-Unis. Donc, c'est ce que le Cassis représente, Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Voilà la définition. Nous avons évidemment notre page Facebook que vous pouvez consulter, mais vous allez aussi remarquer qu'elle n'est pas fréquemment mise à jour. Pourquoi? Comme je le disais à notre dernière réunion, la révolution ne sera pas télévisée. Ça, c'est le titre d'un film basé sur le retour au pouvoir de Hugo Chavez de son vivant en 2005. Et ce titre-là, c'est La révolution ne sera pas télévisée. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'au Cassis, on ne croit pas à cette lutte ou à cet activisme, cette opposition qu'on fait sur Facebook. Partout, tous les gens, vous entendez des gens parler. Quand je suis invité à venir parler sur Radio Côte d'Ivoire, mon image est là, je fais mon intervention, c'est terminé. Mais on ne va pas chaque jour bombarder les gens sur Facebook de ce que les gens appelaient les fake news, etc. etc. Ce n'est pas le fort du Cassis. Mais pour connaître aussi ce que le Cassis est, nous sommes en train de préparer un document qui est personnellement pour quelqu'un qui fait de la recherche comme moi, c'est de préparer un livre qui va recenser toutes les déclarations, toutes les lettres que nous avons envoyées depuis 2012 à différentes institutions jusqu'à maintenant, pour que les gens s'imprègnent un peu de ce que nous avons fait. Mais en même temps aussi, nous avons beaucoup bataillé. Entre 2011 et 2013, sur le front ici aux États-Unis, je ne peux pas vous citer le nombre de fois que nous sommes rendus soit au niveau du département d'État américain, ou bien que nous avons sillonné les ambassades des pays représentés ici, notamment l'ambassade de Russie, etc., où nous avons eu vraiment des échanges fructueux. En dehors de cela, les hommes politiques américains, les congressmen, nous en avons rencontré beaucoup,
À un moment donné, nous avons fait le bilan et nous sommes rendus compte que l'administration américaine, continuant toujours de soutenir le régime qu'ils ont placé en Côte d'Ivoire, il fallait réorienter nos activités. Donc, voilà brièvement pour parler du CACI. Vous avez posé la question de savoir si le président Laurent Gbagbo sort. Je vais faire une petite entorse à cela pour dire qu'au CACI, nous sommes restés vraiment indignés. Et à la réunion du 29 juillet, nous avons évoqué cela. Et d'ailleurs, nous comptons, nous avons déjà commencé, interpeller nos partenaires de la gauche sur la question de la communication. Vous savez, Emmanuel et tous nos amis éditeurs qui nous écoutent, comme le dit un de nos doyens et ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire, lui-même aussi membre fondateur du FPI, on a frôlé la catastrophe. Quand récemment, vous avez entendu les gens jubiler, danser et dire que le président Laurent Gbagbo était libéré, mais on a frôlé la catastrophe. En quel sens? Il aurait suffi que les bandits qui sont aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire et le numéro 1 de ces bandits-là, c'est, comment on appelle ça, Ahmed Bakayoko, il aurait suffi qu'on jette dans les rues des microbes pour qu'il y ait des confrontations avec les jeunes qui dansaient, soit dans toutes les rues à Abidjan, pour qu'il y ait peut-être des blessés et des morts. Et tout de suite, ce procureur qui, depuis 2011, continue de dire qu'une libération de Laurent Gbagbo entraînerait des morts en Côte d'Ivoire, pour dire voilà ce qu'on vous a dit, et on n'en serait pas là. On a frôlé la catastrophe. Donc, c'est vous dire que ce qui s'est passé démontre encore une fois le rôle essentiel que quelqu'un comme Laurent Gbagbo peut jouer dans la réconciliation en Côte d'Ivoire et dans le changement politique, aller vers là où nous voulons, faire la cohésion sociale. Mais en même temps aussi, c'est interpeller l'opposition ou bien la gauche sur le fait que nous devons aller à des réalités. De 2011 à aujourd'hui 2019, ça va faire presque 8 ans que Laurent Gbagbo est à la haie. Combien de fois on n'a pas annoncé la libération du président Laurent Gbagbo? Pendant ce temps, je crois que 2019 sonne. On espère en tout cas qu'il sortira. Moi, ma philosophie, c'est que je suis devenu un Saint Thomas. Le jour où je verrai les portes de la prison s'ouvrir et que ce grand monsieur-là sortira de là-bas, nous croirons en ça. Ça va galvaniser les troupes. C'est ce que vous avez déjà commencé à voir et ça nous permettra de nous réorienter. Mais en dehors de ça, la deuxième question que vous avez posée au niveau de la plateforme de l'opposition, je vais me permettre de répondre à ça. Vous savez, Emmanuel, beaucoup de plateformes, et là en même temps, je fais non seulement une intervention en tenant compte de mon activisme politique, mais aussi de mes connaissances sur la donne politique africaine. Plusieurs alliances se créent. Prenez même l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Que ce soit le Front républicain qui s'est créé, aujourd'hui le RHDP qui vole en éclat pour moi, parce que tant que le PDCI-RDA n'est plus dans le RHDP, je crois que le RDA doit se rendre à l'évidence. On ne fait pas une alliance aussi solide avec des petits partis comme les partis de Mabrit Ouakeus, etc., mais je vais me prononcer là-dessus. L'histoire des alliances politiques dans nos pays a toujours reposé sur quelque chose qui n'arrange pas à long terme. Et je m'explique. En 1990, au moment du retour au multipartisme, les 5 partis de la gauche, FPI, PIT, USD, le parti de Bamba Boriféré, et il y a un 5e, la gauche, j'oublie toujours, ont décidé de faire l'union de la gauche. Entre avril et octobre 1990, cette union-là a disparu. Pourquoi? Parce que le FPI a positionné Laurent Gbagbo comme candidat contre le président Faure-Gnassingbé. L'alliance a essayé effritée. Vous prenez le RDR et le FPI dans le Front républicain, c'est la même chose. Ça n'a pas fait une alliance qui a duré de 1994 quand le RDR s'est créé. Vers la fin de 95, 97, 97, ça s'est effrité. Ce que je remarque dans mon analyse, c'est que ces alliances-là sont faites sur des bases qui ne sont en réalité pas saines. C'est-à-dire qu'on voit le maintenant au lieu de regarder le devant. Cas encore plus récent, c'est la CNC. Regardez comment la CNC a échoué. Pourtant, la CNC avait le potentiel pour réussir. Mais la CNC a échoué. Et pourquoi? Parce que tout de suite, là, on a vu des élections. C'est la raison pour laquelle l'intervention de Kofi Sosten, moi, me réchauffe le cœur. C'est qu'il dit, on regarde 2020, c'est vrai pour des questions d'élection, mais à partir de quoi? C'est le processus qu'il faut regarder et non la fin. Donc, en tenant compte de tout cela, moi, quand le PDCI-RDA a dit, bon, écoutez, il faut se rassembler autour du PDC et de Henri Konan Bédié, et qu'on dit, il faut se rassembler, comme Adrien Vabé le disait la dernière fois, autour de l'idéal de l'oufoutisme, il a dit, il y a problème.
Parce que moi, je ne crois pas en l'oufoutisme. Ou bien, on ne m'a pas fait croire en l'oufoutisme. Donc, quelles sont les valeurs sur lesquelles nous nous rassemblons? Voilà ce qu'il faut discuter d'abord. On se rassemble autour de quoi? Pourquoi? Nous, au CACI, nous disons, si nous voulons faire un rassemblement, faisons un rassemblement pour nettoyer, comme Kofi Sosé l'a dit tout à l'heure, pour nettoyer. C'est pourquoi nous nous appelons à une transition. Parce que dans la transition, là, on aura eu l'occasion peut-être de parler comme les gens ont fait en Afrique du Sud, et puis on aurait créé des conditions minimales pour que demain, si le PDCI gagne le pouvoir, le PDCI ne va pas se retrouver en train de dire, bon, écoutez, on va faire un gouvernement d'union ou bien d'alliance. D'accord, il faut peut-être être plus clair. Sur votre idée de transition, c'est quoi? Une transition politique? Ça veut dire quoi, une transition? C'est une transition institutionnelle, parce qu'une transition, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? On arrête le président de la République? Ou bien on fait des élections? C'est quoi une transition? Merci pour la question. Et c'est là justement qu'on fait erreur. La plupart du temps, à cause encore une fois de l'histoire politique, peut-être en Afrique, dès que vous parlez de transition, les gens pensent automatiquement qu'il faut faire une révolution où on va attraper quelqu'un et puis on le met en prison, on met un gouvernement d'union ou bien de quoi, comme ça se fait au Burkina, etc. Mais souvenez-vous, vous connaissez le procès de Francis Baudier. C'est vrai que Francis Baudier n'est pas l'homme idéal à cause des performances du PIT. Mais en 1990, quand Francis Baudier proposait la concertation nationale, c'était une question comme ça. Et je vous donne un autre exemple. Au Bénin, comment Nicéphore Soglo est arrivé au pouvoir? Est-ce qu'en ce moment-là, on avait arrêté Kérékou à son âme? Non, on n'a pas arrêté Kérékou. Pourtant, le Bénin est passé au-dedans d'une transition. Pourquoi? Ils ont fait une concertation nationale à l'issue de laquelle on a nommé un premier ministre. Kérékou était un peu dépourvu de pouvoir, mais il est resté président. Ils ont convenu d'un cadre dans lequel il faut travailler. Et c'est ce cadre qui fait que le Bénin aujourd'hui est allé de transition en transition. C'est une transition institutionnelle. Donc, je ne suis pas en train de vous dire. Et puis d'ailleurs, si le cas échéant, il fallait arrêter celui qui est là, mais ce n'est pas aussi mauvais, ça je vous le dis. Hein. Mon image est là, je vous le dis. Mais ce n'était pas ça. La transition peut se faire au niveau organisationnel. Voilà la question. Voilà ce que nous disons. On n'appelle pas à arrêter tout un processus. Et puis d'ailleurs, si on arrête le processus, mais le processus de démocratisation en Côte d'Ivoire, il s'est arrêté à partir de 2002, ou d'abord même de 1999, lorsqu'il y a eu le coup d'État. Ensuite, il y a eu la rébellion. Le processus de démocratisation en Côte d'Ivoire s'est arrêté. Et c'est les conséquences de cet arrêt du processus de démocratisation que nous sommes en train de suivre, de survivre, ou alors de vivre aujourd'hui, et qui est en train de continuer de disloquer la Côte d'Ivoire. Très rapidement, oui. Voilà pour me résumer les perspectives pour le CACI sur les deux questions essentielles que vous avez posées. La libération du président Laurent Gbagbo. En 2014, nous avons participé à un colloque avec le CNRD autour du doyen Bernard Dadier pour dire pourquoi nous pensons qu'une libération du président Laurent, et ces documents-là existent, les gens peuvent les retrouver et les lire. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ce qui est de cette plateforme de l'opposition, le CACI se veut un des pionniers de cette idée. C'est ce que je voulais dire avant. Pour dire que nous ne sommes pas opposés. Vous vous souvenez vous-même que c'est grâce à vous que j'ai eu des contacts avec Yasmina Ouye. Mais on a déjà, nous, envoyé, même en 2015, des délégations vers le président Henri Konan Bédié. L'ont-ils pu rencontrer ou bien rencontrer ses collaborateurs pour savoir exactement qu'est-ce que le PDCI veut. Un. Et deux, qu'est-ce que le PDCI fait dans cette alliance qui continue de tuer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, on est heureux. On est heureux que peut-être le Nassigui est sorti des yeux de Bédié. Et je salue les Ivoiriens pour s'être mis, les comédiens ivoiriens qui disent qu'il y a eu une union de prière autour de Bédié et qu'on a caché tous les vins, mais il faut respecter quand même ce grand monsieur-là. Et qu'aujourd'hui, il a retrouvé sa lucidité. Ben, ça, c'est pourri, mais je dis qu'il faut respecter ce grand monsieur-là. Même si je suis très critique envers lui, il faut respecter cet homme. Donc, Emmanuel, voilà notre position au CACI. Voilà ce que nous voyons pour 2019. Et je vais parler des nuages qu'il y a tout à l'heure quand vous me donnerez l'occasion. OK. Alors, très rapidement, on va essayer de faire un briefing au niveau de 2019 parce que j'aimerais donner l'occasion à chacun de vous. Je pense qu'il y a eu des activités récemment au niveau de vos organisations respectives et je pense que c'est très important. On a par exemple, je vais revenir sur cette activité-là avant qu'on aille à la conclusion. On a eu, il y a eu une activité, il y a eu une marche, un sit-in ici aux États-Unis. Et j'aimerais qu'on puisse en parler, si vous le voulez bien.
organisé par Ivoire Diaspo et Cassie. Alors, j'aimerais qu'on puisse en parler et j'aimerais permettre au frère Jules Nikin, qui est du RDR, de donner son avis sur les motivations de ce sit-in. Ce sit-in a eu lieu pendant que la Côte d'Ivoire, justement, était membre du Conseil de sécurité. Il était membre, je crois, c'était temporaire, je crois. On présidait le Conseil de sécurité. On présidait même le Conseil de sécurité, ok. Alors, donc, justement, le frère Jules Nikin va écouter cela et puis va donner son opinion sur le fait que des Ivoiriens, justement, organisent un sit-in devant les Nations Unies pour poser des revendications, pour exprimer à la face du monde ce qui se passe dans leur pays, pendant que la Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité. Alors, M. Sosthène Kofi, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un peu ce qui s'est passé en détail. Bon, d'abord, il faut dire que c'est une des activités que Ivoire Diaspo USA, très proche du PDCI, envisage mener aux États-Unis, surtout cette année. Nous avons estimé que par le passé, pour avoir flirté avec la plateforme politique RHDP en 2010, j'ai pu rentrer dans certaines institutions et puis voir un peu la perception qu'ils ont de la Côte d'Ivoire. Le plus souvent, ils ont des informations erronées, bien qu'ils aient des chancelleries. Les chancelleries, bon, écoute, ils font leur travail, ils ne font que donner la version qui les arrange pour des affaires ou bien bon, pour des deals qu'ils ont avec des personnalités de nos pays. Ce qui est différent ou diamétralement opposé aux souffrances et à l'avancement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons estimé que, toute sincérité, la Côte d'Ivoire ne méritait pas de présider pendant un mois au Conseil de sécurité. Mais c'est un mécanisme au sein de l'ONU qu'ils font, les pays africains y passent. Avant la Côte d'Ivoire, je pense que le Bénin y était. Bon, c'est pas sorcier. Mais on a tenu à leur signifier que les conditions qui ont amené la Côte d'Ivoire en 2010 à un chaos existent aujourd'hui. Que le RDR, avec le président Alassane Ouattara, qui ont crié à travers le monde qu'ils étaient exclus parce qu'ils portaient des boubous, parce qu'ils étaient du Nord, aujourd'hui avaient une politique de rattrapage. Ils avaient une politique sélective en Côte d'Ivoire, que la CEI est une institution qui n'a pas pu organiser une élection après 2010 sans qu'il y ait des morts. Nous avons pris le cas de Bassam en détail, le cas de Port-Boué en détail. Nous avons aussi parlé du cas du plateau. Nous sommes allés au Conseil d'abord. Nous avons distribué des tracts en face de l'ONU. Nous étions deux, un représentant de la CACI et puis moi-même en personne. Et, après cela, nous sommes allés au Conseil de sécurité, nous sommes allés au secrétariat général. Nous avons déposé le courrier. Nous avons été reçus par un des administrateurs de ce département. Et de là-bas, nous sommes allés aussi à l'Union africaine, où nous avons déposé aussi le courrier avec tous nos concerns. C'est une pétition. Nous sommes rassurés qu'elle aille où il faut. Et voilà un peu. Et nous n'allons pas nous arrêter, hein. Nous avons d'autres démarches à faire, en fait, pour donner le vrai visage de ce gouvernement-là, qui piétine les droits humains en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui élisent un maire et qui n'arrivent pas à installer leur maire. Nous avons nos tests concernant les mairies avec problème où l'État doit intervenir, mais les tests sont biaisés. On fait des comparaisons avec des situations antérieures qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Donc, en fait, pour ne pas être long, et je vais laisser au docteur Eddy
d'aller plus en détail, puisque nous avons fait la marche ensemble, nous l'avons conçu ensemble, nous avons réfléchi en ce qui concerne le contenu de la lettre ensemble. J'aimerais que lui aussi dise quelque chose, mais en ce qui nous concerne, nous, à Ivoire Diaspora USA, nous allons protéger partout où il faut. Nous allons rentrer partout où il faut pour expliquer ce qui se passe à notre parti de manière particulière, mais en général, la situation politique en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître que la situation n'est pas bonne. Nous ne pouvons pas, tout Ivoirien, quel que soit son bord politique, être le médecin après la mort. Nous avons les mêmes conditions, les mêmes détails d'une situation qui va créer un chaos encore en 2020, et il faut que chaque Ivoirien s'y mette, faire en sorte que nous évitions des morts. Donc voilà un peu ce qui nous motive. J'aimerais que le docteur Eddy continue sur un peu les raisons de pourquoi nous sommes allés. Merci, Sosten. Avec la permission de Emmanuel, hein, voilà, rapidement, je crois que Sosten a beaucoup dit sur ça. Et il y a quelque chose d'important qu'il a aussi mentionné, qui est que c'est une habitude hein, au niveau de l'ONU d'avoir des pays que j'appelle les pays donc, du Sud qui président le Conseil de sécurité des Nations Unies à titre de membres non permanents. Mais ce que nous avons voulu faire aussi, c'est de porter et indiquer la contradiction au niveau de l'ONU. Vous savez, l'ONU continue d'être critiquée. Que ce soit des puissances comme les États-Unis, et même encore, on peut se référer à De Gaulle qui disait se mancher l'ONU, c'est parler des contradictions internes de cette. Mais à côté de l'ONU, il y a aussi l'Union africaine. Si vous vous souvenez bien, je crois que c'est entre le 5 et le 8 décembre que la première réunion a eu lieu, présidée donc par la Côte d'Ivoire et par ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et le thème qu'ils ont proposé pour leur présidence, c'est les reconstructions post-crise. Et la Côte d'Ivoire est citée comme un bon exemple de reconstruction post-crise. Nous nous disons qu'il y a danger. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un bon élève et que la Côte d'Ivoire a réussi sa reconstruction post-crise? Nous, notre réponse à cette question, elle est non. Pourquoi? Pour les raisons que Kofi Sossen vient de citer. Pour les raisons sociales. Pour les raisons de politique sociale où il y a des déguerpis tout le temps et la cohésion sociale qui a foutu le camp. Or, quand on écoute le discours à l'ONU ce jour-là du président de la Commission de l'Union africaine, Faki Mahamat, il dit que l'exemple de la Côte d'Ivoire doit être suivi par beaucoup d'autres pays africains. Nous avons un problème avec ça. Voilà le but aussi de notre démarche. Et nous nous sommes dit que si l'ONU peut citer la Côte d'Ivoire en exemple, si l'Union africaine peut citer la Côte d'Ivoire en exemple, ils mettent automatiquement un frein à tous les efforts qui sont faits par les acteurs politiques et sociaux en Côte d'Ivoire pour la cohésion sociale demain. Pourquoi? Parce que ça va renforcer encore une fois la position de ce parti ou bien de ce régime qui est au pouvoir pour dire nous avons réussi. Et d'ailleurs, c'est ce que Ouattara dit tout le temps et partout où il passe. Or, en même temps qu'il le dit, que ce soit l'Union européenne, que ce soit même le FMI, que ce soit même les organisations telles que le, comment vous avez appelé ça, Human Rights Watch, ou bien, etc., qui continuent de dénoncer le fait que la justice est unilatérale et étant unilatérale, elle n'arrive pas effectivement à asseoir une cohésion ou alors une réconciliation totale en Côte d'Ivoire. Donc, Emmanuel, voilà ce que je voulais ajouter à ce que Sossen a dit. Et moi, je me réjouis encore une fois du fait que pour commencer l'année, ou alors terminer 2019 et commencer l'année 2019, vous avez parlé de plateforme de l'opposition. Ça, c'est un modèle, c'est un exemple. De comment est-ce qu'on peut s'entendre, même par téléphone, sur un certain nombre de priorités et on pose l'acte. J'ose croire que ceux qui veulent élargir cela puissent prendre ça comme exemple. C'est-à-dire, il y a une plateforme minimale. On est d'accord que la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Il y a trop de nuages sur la Côte d'Ivoire. Un des nuages, c'est ce que vous voulez appeler le RHDP. Moi, je ne me suis pas prononcé là-dessus parce que ça ne me concerne pas, mais je vais dire, quelle contradiction il y a? Tous les partis politiques ont dans leur statut règlement intérieur qu'on ne peut pas être membre de deux partis politiques. Mais si quelqu'un dit qu'on va annoncer un parti politique unifié, comment on peut être dans ce parti et en même temps garder son identité d'ailleurs? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Or, moi, j'ai toujours dit, au niveau du CACI, nous avons toujours dit l'existence du PRCI-RDA, du FPI
Et du RDR, s'il se ravise, c'est bon pour la consolidation de la démocratie parce qu'il ne faut pas qu'on retourne au parti unique ou bien qu'on retourne. Or, j'ai écouté justement ce matin au réveil comment on appelle ça, et je termine là-dessus, la conférence de presse de votre secrétaire exécutif au niveau du PDCI, Maurice Kakou-Djikaoué, que j'aime écouter pour une simple petite raison. Il parle terre à terre pour que tout le monde comprenne. Mais pourtant, il est professeur en médecine. Hein. Mais quand Djikaoué parle, il ne parle pas pour les docteurs ou bien pour ceux qui sont au relais de diplôme. Il parle pour que tous les Ivoiriens, dans leurs composants, comprennent. Et c'est pourquoi j'aime l'écouter. Mais ce qu'il a dit est tout à fait clair. On ne peut pas, en 2019, pratiquer ce qu'on faisait en 1965. La Côte d'Ivoire a changé. Obaniel, je voulais terminer là-dessus. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes retrouvés à l'ONU. Et je voulais encore une fois féliciter Sosten parce qu'il a fait froid ce jour-là et il a tenu. Et avec tout peu, ils ont posé cet acte-là. Et nous entrevoyons, en tout cas, comme il a dit, mener encore beaucoup plus de ces activités-là dans le futur. Merci beaucoup à vous. Hein. Alors, j'imagine que M. Nikhil a un commentaire. Ouais. Allez-y. Ouais, je remercie les deux frères. Je comprends très bien que des compatriotes qui veulent donner de la crédibilité à leur ONG veulent faire du tape à l'œil, se faire connaître en organisant des activités pour dénigrer et salir leur pays. On l'a dit tout à l'heure que tous ces pays-là ont des représentations en Côte d'Ivoire. Ces gens savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous êtes pessimiste, rien ne va en Côte d'Ivoire, mais les gens savent que la Côte d'Ivoire est un exemple de succès post-crise. Un pays qui sort de crise, tous les performances de la Côte d'Ivoire, même si on ne sont encore pas parfaits, il y a beaucoup à faire. On n'est pas tous satisfaits, on ne dit pas que tout va très bien, mais quand même, on a vu des pays qui sortaient de crise. En tout cas, la Côte d'Ivoire a réalisé un espoir. Et c'est en ce sens que les gens ils nous écoutent. Même si tout ce qu'on dit, tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, vous n'appréciez pas, vous n'approuvez rien. Aujourd'hui, un ancien membre du PDCI, plutôt, attaque le régime, il taxe le régime de RDR. On sait comment on est arrivé au pouvoir dans une alliance. Et le Premier ministre, quand on a commencé, quand on était en prison, le Premier ministre, c'était un membre du PDCI. Donc, on ne peut pas revenir là-dessus. On pourra faire une émission plus tard sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais dire que la Côte d'Ivoire, rien ne va en Côte d'Ivoire, les droits de l'homme sont violents en Côte d'Ivoire, parce que vous ne savez pas comment on peut violer les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Moi, je ne me souviens pas d'une marche en Côte d'Ivoire où des gens ont été tués. Peut-être qu'il y en a eu, mais je ne m'en souviens pas. Vous parlez d'élections qui s'organisent sans qu'il y ait de morts. Ces morts n'interviennent pas après la prise de résultats. C'est des morts qui arrivent quand les gens contestent déjà même l'organisation de l'élection. Avant, parce que les gens ils ne savent pas qu'on va nous peut perdre une élection. Les gens sont gonflés à bloc. Vous envoyez des dozos pour saccager. S'il vous plaît. Ils se disent déjà que les gens. Il y a plein de élections qui ont été remportées encore par le PDCI. Il n'y a pas eu de mort. Il y a des gens où le PDCI a gagné, il n'y a pas eu de troubles. C'est partout le PDCI perd ou le PDCI sent qu'il va perdre qu'il y a des troubles. Donc, c'est pas qui sont les fauteurs de troubles. Mais quand on dit que les gens meurent au plateau, les délégations qui ont été. Il n'y a pas qu'au plateau qu'il y a des délégations. Quand on dit que c'est pour une période de 3 mois, le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Vous contestez, c'est votre droit de contester. Quel ordre? Il a gagné les élections. Le Conseil constitutionnel. Non, c'est pas ce qui se passe. Non, allons savoir ce qui se passe là-bas. Pourquoi pas des délégations à Cocody? Même si on est contre. Pourquoi pas des délégations à Cocody? Le gars, il n'y a pas eu de problème. Il a gagné. Il n'y a pas eu de contestation à Cocody. Il a gagné proprement. Pourquoi pas des délégations à Cocody? Il n'a pas qu'au plateau. Au plateau, il a eu rappel, il a eu contestation. Je le sais, mais si les gens a gagné. Donc c'est fini. On doit l'installer, mon frère. Tu es aux États-Unis, il ne faut pas réfléchir comme les gens qui sont là-bas. Monsieur Kofi, il ne vous a pas interrompu quand vous parliez. Donc il faut avoir l'amabilité. C'est que c'est le PDCI, les nouveaux opposés, qui veulent maintenant se rendre plus royalistes que les rois. Les vrais opposants sont là, ils ne se plaignent pas. C'est que vous voulez créer la chaîne et en même temps annoncer la coalition en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de nuage en Côte d'Ivoire. Sur le PDCI, parce que le PDCI, c'est qui va créer des troubles en Côte d'Ivoire. C'est le fait qu'on parle à des élections en pensant que
on va gagner. Si on ne gagne pas, les gens vont tricher. Non, vous êtes opposé, si vous voulez, organisez-vous, parlez aux élections. Ne dites pas l'apocalypse, rien ne se prépare encore pour dire que non, on va encore tricher, on gagne par force. Non, nous, donc à Port-Boué, on a perdu à Port-Boué. Non, je vais vous passer la parole, ne vous inquiétez pas. Au niveau du RHDP, nous sommes en train de nous organiser. Ce sont des petits partis, ce ne sont pas que des partis, tous les Ivoiriens qui adhèrent à notre idéal de paix vont se joindre à nous. Si on va aux élections qu'on perd et que vous gagnez, vous allez gagner. Mais ne mettez pas la tête des Ivoiriens que si vous ne gagnez pas en 2020, c'est que les gars ont triché. C'est ce qui amène des trous en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la CEI qui amène des trous en Côte d'Ivoire. Il y a des trucs qui étaient organisés par la CEI où des pontes du RD ont perdu contre des jeunes indépendants. Il n'y a pas eu de troubles. Il n'y a que des endroits où le PDCI a perdu qu'il y a des troubles. Ou le PDCI qui va perdre qu'il y a des troubles. Donc c'est vous qui voulez créer des troubles et c'est la frange radicale du PDCI là qui veut créer des troubles en Côte d'Ivoire. Non, c'est que, et c'est qu'on entrevoit, on sait qu'on veut la paix, tout le monde assure à la paix en Côte d'Ivoire. Si on va aux élections en 2020, que le PDCI remporte, moi je n'ai rien contre, il y a des amis au PDCI, il y a des parents au PDCI, ça ne me gêne pas, c'est des Ivoiriens. Ils veulent encore ça gérer. Peu importe qui gère la Côte d'Ivoire, mais que ça se passe dans la paix. Mais ne mettez dans la tête, organisez-vous, vous voyez en 2020, organisez-vous, on s'organise, on veut se rassembler sur des petits partis, comme vous le dites, il n'y a pas de problème. Mais quand vous produisez l'apocalypse en Côte d'Ivoire, qu'en 2020 ça a chauffé, et rien ne va chauffer. Si vous êtes dans une optique démocratique, qu'on a aux élections, on peut perdre une élection, il n'y a pas de problème. C'est quand on voit qu'on se dit qu'on a gagné coûte que coûte, qu'il y a des problèmes. Par exemple, moi, dans la tête des gens, on le faisait au plateau, qu'on fait dans d'autres communes, que voilà, on va gagner, c'est un étranger, pas gagner, on va gagner. On sait tous encore ce qui se passe. Pourquoi le peuple ne triche pas? Il y a plein de directions partout. On dit 3 mois, après 3 mois, comment ça les conseils municipaux? Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous créez au scandale? C'est vous qui faites craindre aux Ivoiriens une crise profonde en 2020. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là en train de s'organiser. Organisez-vous. Vous ne faites pas de fonds de l'opposition. Ok, organisez-vous. En 2020, on va s'affronter. Le meilleur va gagner. Vous ne pouvez pas défendre la CEI. C'est pas ceux qui peuvent des mots en Côte d'Ivoire. Vous saluez le bail de la Côte d'Ivoire. Les gens, ils ne sont pas bêtes, ils voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils vivent en Côte d'Ivoire, ils savent ce qui se passe. Ce sont pas vos petites marches là qui vont faire, qui vont dire non, en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est pire que l'Afghanistan, où elle est bon à tout moment, où le pouvoir met les gens en prison, tue les gens comme à Valo. Pas comme ça. C'est vrai que vos ONG, on a poussé bien ça. Et le fait que vous pouvez vous exprimer en Côte d'Ivoire, marcher, faire ce que ça prouve déjà que la Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique. Vous ne pouvez pas bien dire que vous pouvez dire ce qu'ils veulent, un peu dire ce qu'ils veulent, et dire qu'en Côte d'Ivoire, en même temps, c'est un pays où on piétine les droits de l'homme, on ne peut rien faire là-bas, on tue les gens à tout moment, les gens sont emprisonnés, sans avoir rien fait la justice aux autres. C'est des grosses expressions quand même, et vous mettez aussi au compte du RDR, quand même. On gère le pouvoir ensemble. Il n'y a pas longtemps qu'on gère le pouvoir ensemble. Il y a des cas du PDCI qui sont là, qui ne veulent pas, qui ne sont pas PDCI, qui ne sont pas qui veulent encore, qui ne veulent pas arrêter, qui travaillent plus avec nous. Pour l'union des Ivoiriens. Donc, ne faites pas croire qu'il y a un groupe en Côte d'Ivoire qui est sanguinaire, qui tue les gens, qui veut. Non. Pour tenter de salir la Côte d'Ivoire, ça ne va pas prendre. Parce que les gens, ils voient clair. Ceux qui sont encore là, ils savent ce qui se passe dans les rapports, ils savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pas vous qui êtes là, qui savez que ça a plus pas encore parce qu'il y a eu plein de mois à la Côte. Donc, c'est elle qui a tué le gars qui a la Côte. Vous savez qui a tué le gars qui a la Côte? Menez vous en faites, vous savez ce qui est. À la Côte, vous avez agressé le président de la jeunesse PDCI. Vous l'avez agressé. Est-ce que le mot c'est un gars de PDCI? Mais c'est un gars de RDR qui l'a agressé. Oui, mais celui qui a tué le président de la jeunesse rurale, là. Vous l'avez. Mais je te dis, le président, tu me dis, c'est un gars de PDCI. Il est président d'institution des jeunes, de groupe des jeunes PDCI de Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas de la même chose. Lui, il parle de celui qui a été assassiné ou de celui qui a été agressé. Il a été assassiné à la Côte. Il a été agressé, c'est assassiné, là, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Vous savez qui a été tué, vous accusez la Côte d'Ivoire, vous accusez la CEI qui a des morts. Mais monsieur l'équipe, pendant qu'on vous a, vous êtes un jeune intellectuel du RDR, pendant qu'on vous a, peut-être qu'un mot avant il faut qu'on conclue ce débat, hein, mais vous aurez la parole, monsieur. Je voulais dire quelque chose sur. Vous aurez la parole, je vais vous passer la parole, bien sûr. Je vais vous passer la parole, monsieur Kobi. Monsieur Kobi, je vais vous passer la parole, vous allez répondre à tout ça. Monsieur Nikin, pendant que vous êtes là, un mot peut-être sur la décision de mettre les différentes communes de
du plateau de Port-Boué, de Bassam, je crois aussi, sous tutelle. Surtout le cas du plateau. Quelle est votre opinion là-dessus? Mais pourquoi se focaliser sur le cas du plateau? Il y a des élections partout. Parce que c'est le cas le plus patent, tout le monde est d'accord. Les autres encore, on peut débattre. À Port-Boué, c'est un gars du PDCI aussi qui a gagné. Non. Moi, je veux votre opinion surtout sur le cas du plateau parce que c'est le cas le plus patent. Là-bas, il n'y a même pas de débat, mais je veux avoir votre opinion. Je veux avoir votre opinion là-dessus. Pourquoi il n'y a pas de débat au plateau? Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de débat au plateau? D'accord, parce qu'au plateau, au plateau, le jour de son investiture, le préfet ou le représentant du préfet est même venu. Tout était clair et la personne qui était censée l'investir est partie. Parce que, oui. Au niveau du plateau, le maire élu a reçu une convocation de la justice. Il n'a pas encore répondu à la commission de la justice. On ne sait pas pourquoi la justice le convoque. Donc, tout n'est pas aussi clair que vous le pensez. Il a actuellement reçu, il a menacé, pas menacé directement, mais il a une convocation parce que c'est pour prendre devant des juges pour s'expliquer si certains problèmes, c'est pas exactement quoi. Et il y a une convocation qui est lancée contre lui. C'est un député, c'est un député. Les tests ne s'adressent pas de la même manière à un député. Oui, mais il n'a pas c'est pas la même chose. On ne prend pas un député comme ça qu'on met en prison. Un député. Non, il est député, il est représentant de la nation. On ne peut pas entendre un député. On peut entendre un député, mais pas dans ces conditions-là. Pas dans ces conditions. On veut l'entendre. Il n'est pas obligé d'aller se faire entendre. Non. Attendez. Donc, M. Nikin, c'est parce qu'il y a une convocation. M. Nikin, c'est parce qu'il y a une convocation contre lui. M. Nikin, attendez. C'est parce qu'il y a une convocation contre lui qui n'a pas été investi. Vous avez pris le cas spécifique du plateau. Moi, oui, c'est parce que lui, pour moi, il a été élu, mais il a estimé qu'il y a des problèmes, il y a une convocation contre lui. Et il a estimé qu'il y a des problèmes, donc il veut d'abord attendre. Il a fait quoi du Conseil constitutionnel? Oui, mais M. Nikin, a dit qu'il a gagné. M. Kofi, allons-y doucement. Alors, il va nous expliquer. Ouais. Bon. M. Nikin, parce qu'il y a une convocation contre vous, vous ne pouvez pas être investi, mais vous n'êtes pas encore coupable. Vous n'êtes même pas jugé même encore pour dire que vous êtes coupable. Ouais, donc, ça ne peut pas vous empêcher d'être investi, mais... Ce que je suis en train de dire, il dit qu'il y a eu des délégations partout. Mais vous avez le cas spécifique du plateau. Il dit, c'est comment il sait du plateau. C'est que le maire du plateau, il sait qu'il y a une action contre lui. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il y a une action contre lui. Donc, il vaut mieux ne dire qu'il ne sait pas ce qui se passe, au lieu de dire des choses. Oui, il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il dit qu'il y a une action contre lui. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, ce que je voulais. On va permettre à M. Kofi et M. Eddy de dire un mot, puis on va conclure. Je pense que M. Nikin a donné assez d'informations. Ce que je voulais ce débat. Le jeune homme là, ils comprennent, c'est que ce n'est pas une affaire d'ivoire diaspora. Oh, je ne suis pas aussi un jeune homme que ça, hein. Il y a 50 ans. Hein. Je suis plus âgé que ça. Bon. Ah, voilà. Donc, en fait, j'étais déjà vu. On a fait. On fait des bilans. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que, tu sais, par moment, on n'a pas besoin d'être intellectuel, avoir les diplômes, tout ça. Avec les yeux aussi, on peut comprendre. Quand tu regardes ce qui s'est passé en 2010, et puis tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'en 2020, si on a les mêmes conditions, tu penses que ça va donner d'autres résultats? Regarde, en 2010, on a eu une CEI qui allait déclarer, qui allait donner les résultats dans le QG de quelqu'un d'autre. En 2010, on avait des gens en Côte d'Ivoire qui avaient des armes. Aujourd'hui, c'est les microbes. En 2010, la balance, l'atmosphère sociale, la cohésion sociale n'existait pas. Il y avait une affaire du nord, du sud. Aujourd'hui, c'est la même chose, jeune frère. C'est de ça que nous on parle. Maintenant, si toi tu penses que... C'est ce qu'on veut éviter. Pour éviter là, il faut que le gouvernement pose des actes. Il ne faut pas faire politique de rattrapage. Il ne faut pas avoir toute l'armée des militaires du là. Oh, mais c'est pas de politique de rattrapage. Non, laisse-moi te parler. Je vais te parler comme... Ok, je pense que là, on est en train d'aller dans tous les sens. Est-ce qu'on peut aller à la conclusion, cher ami? Oui, chers amis, est-ce qu'on peut aller... Ce n'est pas une affaire de ONG, de quoi que ce soit. Moi, j'ai 4 classes. Je corrige au moins 50 feuilles tous les jours. Donc, je n'ai pas le temps d'aller à l'ONU me mettre si je le fais. C'est parce que j'estime que la situation est sérieuse dans mon pays. Tu vois, les droits élémentaires. Maintenant, comme toi, tu es noir et que le noir le plus souvent, c'est-à-dire que notre souffrance là, on pense que c'est normal.
C'est-à-dire, tu es un pays, quand tu parles, on te met en prison. Pour nous, c'est oh, tu as le droit de parler et puis c'est pour ça qu'il fait ça. Mais en fait, c'est les droits humains qui sont violés en Côte d'Ivoire, mon jeune frère. Tu es ici, là, tu vois pas? Monsieur Nikin estime que les droits ne sont pas violés. Donc, vous pouvez pas le forcer à il faut qu'il comprenne que c'est violé. Je pense qu'il pense que ce n'est pas violé parce qu'il fait ça d'autres Noirs. C'est-à-dire que les Noirs, ils pensent que c'est OK. C'est-à-dire, il dit que, par exemple, en Côte d'Ivoire, on ne frappe pas les gens quand ils marchent. Mais où lui, il vit dans quelle planète? On va avancer, monsieur Kofi. On va avancer à la conclusion, s'il vous plaît. C'est pour lui dire simplement que nous, on va continuer à faire ce genre d'action-là. Qu'il s'apprête. Moi, j'ai cru entendre sur Facebook qu'il y a un groupe qui... On a qu'à envoyer les loubas, ils vont nous taper, ils vont faire ça. Quand il non, monsieur Kofi, s'il vous plaît, on ne va pas rentrer dans ça. J'ai entendu. On va avancer. On va avancer dans ma conclusion, vous pourrez dire tout ça. Chacun aura 2 minutes pour faire sa conclusion. Donc, est-ce que vous voulez lancer les hostilités pour la conclusion, s'il vous plaît? Si vous êtes encore avec nous. Je suis avec vous. Voilà, pour ne pas juste être distrait. Bon, écoutez, moi, pour aller à la conclusion, je voulais d'abord commencer par remercier le frère Jules Neki, parce que plusieurs fois, j'ai entendu dire que des convocations, des invitations ont été faites et il est difficile d'avoir un débat avec nos frères du RDR ou bien nos camarades du RDR. Quand bien même au Cassis, nous sommes fermés, encore une fois, et jusqu'à nouvel ordre, à toute idée de conversation. La seule conversation qu'on peut avoir avec le RDR et les éléments de la rébellion, c'est qu'on aille dans un cadre où on nous explique franchement et qu'on découvre, je ne sais pas, enfin, on n'est pas encore prêt à cela. Mais je suis heureux qu'il puisse participer au débat aujourd'hui avec nous. L'un des points qu'il a émis tout à l'heure dans son intervention en parlant qu'il n'y a pas de tueurs en Côte d'Ivoire, non. Au Cassis, nous disons que le régime d'Alassane Dramane Ouattara est un régime de tueurs, est un régime qui assassine la démocratie. Donc, s'il vous plaît, on va modérer. Je vous en prie, non, on n'a pas peur de ça. On va modérer. On n'a pas peur, non, on n'a pas peur de ça. Il n'y a rien de là. Je dis que le régime qui est là est un régime, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Ouais. Ses anciens partenaires qui ont dit non, allez-y doucement. C'est le même partenaire qui s'appelle Henri Konan Bédié qui dit que lui, là, il n'est pas bon, effectivement. Donc, qu'est-ce que je dis encore de plus grave? Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, c'est notre entendement. Il faut utiliser des synonymes et puis des métaphores. D'accord, je vais te laisser le temps de faire ça. Je crois que je suis quand même bien indiqué pour un homme de lettres de faire ces synonymes. On va utiliser la rhétorique et le style. Voilà, quand j'y vais directement, c'est parce que j'estime qu'à des moments donnés, nous sommes arrivés à un moment où il faut quand même qu'on puisse le faire et comprendre les choses. La deuxième chose, la troisième chose que je voulais dire, c'est que pour nous au Cassis, avec tout ce que nous sommes en train de voir, et certaines de ces choses ont été décrites tout le long des 1 heure que nous avons eues ensemble, ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Premièrement, quand vous regardez le non-enracinement de l'état de droit, tout à l'heure, Sorsen a évoqué en long et en large les questions de contentieux électoraux et ce qui se passe au plateau. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'au Cassis, nous avons décidé de regarder tout ce qui est organisé comme élection par le régime en place comme étant frappé de nullité. Mais n'empêche qu'on peut quand même évoquer le fait que celui qui dit que lui, il est le démocrate et celui qui organise les élections, il y a toujours des morts. Ça veut dire que les raisons se trouvent ailleurs. Vous avez parlé de la CEI. Je suis tout à fait d'accord. La question de la CEI, ce n'est pas simplement la question du changement, et c'est là que je suis nous sommes au Cassis un peu en déphasage avec beaucoup de ceux qui parlent. Et là, je ne parle pas de Sosten. Des gens qui parlent de remplacer le patron de la CEI, bien celui qui est à la tête de la CEI. Mais il ne s'agit pas de remplacer le patron de la CEI. Il s'agit de revoir le mécanisme de la CEI, ou bien de cette commission chargée de l'organisation des élections, pour faire en sorte d'éviter les quiproquos que nous avons connus en 2010 et que nous connaissons maintenant. La Cour africaine de justice et des droits de l'homme s'est prononcée sur cette commission-là, enfin sur cette commission, qu'elle a trouvée illégale, injuste, et demandé au régime, au pouvoir en place là, de pouvoir changer cela. Ça, c'est depuis 2016. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En août dernier, c'est le même monsieur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a annoncé que bon, ben, ça va être changé. Un mois après, il est revenu sur sa décision ou bien il a dit quelque chose d'autre.
Effectivement, ça ne veut pas des lendemains meilleurs. Ensuite, je vais parler de ce que j'appelle la cacophonie avec le RHDP. Pour nous, au Cassis, ce n'est rien d'autre qu'une tentative de retour au parti unique. Deuxièmement, les dérives, ce que j'appelle les dérives discursives. Aujourd'hui, quand vous voyez ce Guillaume qui s'agite, qui parle beaucoup, mais il faut s'asseoir calmement et puis en tant qu'analyste, voir un peu quelle est la portée de ce message qu'il donne, où est-ce qu'on va avec ça et quel est le fondement de ce message. Pourtant, c'est ce Guillaume-là qui était à l'hôtel du Golfe et qui a été même ministre de la Défense et Premier ministre. Pour nous, ça veut dire quelque chose. Et enfin, on a écouté aussi le discours de M. Alassane Dramane Ouattara à l'occasion de la nouvelle année, à la veille. C'est encore les promesses pompeuses et sans fondement. Les universités qu'on va créer ici. Mais pendant ce temps, les problèmes sociaux, les déguerpissements, au nom d'une quelconque émergence économique, c'est en train de se faire. Mais comment on peut émerger économiquement et socialement, si vous voulez, il n'y a pas d'émergence. Voilà les problèmes que nous nous posons et nous croyons que 2019 appelle nécessairement à un renforcement de la gauche et puis de l'opposition en général pour contrer ce régime qui est là. Moi, je pense que si on a aujourd'hui des contentieux ou bien alors beaucoup de problèmes sur certaines mairies, je m'en vais un peu savoir, déjà, je n'ai pas encore vraiment bien développé cette idée-là, mais je veux savoir pourquoi on est aussi arc-bouté sur le plateau, sur Bassam, sur Abobo. Est-ce que ce ne sont pas des zones qui ont encore des ressources naturelles, y compris des terres qu'on doit brader? Bassam, en tout cas, présente cela. Le plateau, c'est en tout cas très grand. Voilà les questions que je me pose. Et si c'est le cas sur la base de ce que nous avons déjà vu, le bradage de nos ressources, comme on a vu depuis que ce régime est arrivé là, ce clientélisme de haut niveau que nous avons vu jusque-là, ou alors cette politique dite libérale qui n'accorde rien de priorité à la bourgeoisie locale, mais plutôt accorde tout aux capitaux internationaux, je dis qu'il y a vraiment de gros nuages qui continuent de peser sur la Côte d'Ivoire. Et quand vous terminez tout cela par un régime qui nous ramène à la période d'avant que nous-mêmes on devienne au monde, c'est-à-dire la période où Houphouët-Boigny, c'est peut-être Kofi Sosten qui est notre aîné ici ce soir, qui a peut-être vu cela, mais la période où le tout-puissant Houphouët-Boigny désignait qui doit être maire, qui doit diriger, mais on a dépassé ça. Et voilà qu'aujourd'hui, on vient encore, un conseil municipal qui a été élu et des choses qui ont été validées, on n'a pas besoin d'être PDCI-RDA pour trouver qu'il y a problème. Il y a problème. Parce que quand on a élu un conseil municipal, c'est un groupe de personnes qu'on a élu et c'est ce groupe de personnes-là qui choisissent qui est le maire, qui est le maire adjoint, etc. Si celui qui a été choisi comme maire, là, il n'est plus là, on choisit l'autre. Et ça, on a déjà vu ça en Côte d'Ivoire. Je termine à vous donner l'exemple de Koumassi. Lorsque, paix à son âme, Julien Kona-Mondo est devenu maire de Koumassi en 85. Aux alentours de 87, à la mi-87, Julien Kona-Mondo, paix à son âme encore une fois, a été radié sur décret du président Houphouët-Boigny. Pourquoi? Pour vente illicite de terrain ou bien manigance, etc., etc., etc. Est-ce qu'on a nommé un administrateur pour gérer la mairie? Non. On est allé chercher au sein du conseil municipal là, qui est maire adjoint, qui est temps pour devenir là. Et c'est comme ça qu'Adoua Saleh est devenu le maire de Koumassi. Au moins, on préserve le choix des habitants. Parce que c'est les habitants, c'est les électeurs là. Ceux qui sont morts, ceux qu'on a mobilisés là, qui sont allés élire leur conseil municipal. Il faut respecter leur choix au moins. Donc, mon cher Jules Niquin, c'est la raison pour laquelle il y a de gros nuages sur la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le RDR, c'est le parti qui assassine les droits en Côte d'Ivoire. Et quand je dis l'assassinat des droits, c'est de ça que je parle. Le droit de vote, là, c'est important. Et quand vous-même, vous courez partout pour dire aux gens que oui, il faut voter, il faut se faire enrôler, le peu qui s'est fait enrôler et qui a bravé tout ça et qui allait voter, une décision est sortie. Vous-même, votre propre conseil économique, donc par la Cour suprême, valide ça, c'est encore vous qui allez chercher, comment on appelle ça, un préfet pour venir le déposer, pour venir gérer. On va vers une décentralisation ou bien on veut continuer la déconcentration en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous voulons?
De manière, voilà sur quoi que je voulais terminer. Vous dire encore une fois que merci. Et je serai en tout cas au nom du CACI à votre disposition pour des émissions dans le futur. Je voulais remercier Sosten, remercier encore une fois Jules et on peut poursuivre la conversation une autre fois. Et comme je le dis toujours aux auditeurs, si vous pensez que la production du Dr Eddy n'a pas été à la hauteur aujourd'hui, je vous en prie, ne me tuez pas. Donnez-moi une occasion encore une fois. La prochaine fois, je tâcherai de faire mieux. Merci, Dr Eddy. Merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et vous devez bien transmettre nos salutations à tous les membres du comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Alors, M. Jules Nekin, du RDR, merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai pas encore donné ma conclusion. Mais bien sûr, je suis en train de vous permettre de donner votre conclusion. Je voudrais vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, voilà, vous avez l'occasion de faire votre conclusion. Et vous avez la parole. Ouais, je remercie tous les frères qui ont accepté le débat. C'est bien si on continue à se parler comme ça, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de problème. Chacun a attribué sur ses positions que souvent, il y a la mésentente. Le frère, le docteur a soulevé certains points dans sa conclusion qui peuvent faire l'objet d'une autre mission. Je suis prêt à débattre avec lui au cours de notre mission sur la gestion du pouvoir par le président Ouattara et tout ça. On peut avoir une émission sur ça. Et je suis disposé à discuter avec lui à propos de ça. Maintenant, je rappelle aussi que les délégations sont dirigées par les préfets qui ont été mises sur place, c'est juste pour une période transitoire de 3 mois. Le temps que les conseils municipaux s'organisent et élisent le maire qui va gérer la commune. C'est juste une mesure transitoire, c'est temporaire, c'est pas un préfet qui a géré le plateau pour 5 ans, pour la durée du mandat du maire, non. C'est juste pour une période transitoire de 3 mois. Parce qu'on ne peut pas laisser une mairie sans gestion et pour évacuer les affaires courantes. On a décidé de... moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça encore. Ça existait, quand on a lu apprendre, ça existait, quoi. Je n'ai jamais vraiment vu ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça dans la loi, c'est prévu par la loi. Donc, c'est juste pour une période de 3 mois que le préfet d'Abidjan va gérer les 2 communes du Plateau et de Port-Boué, le temps que les conseils municipaux se réunissent et élisent le maire. Donc, ce n'est pas un hold-up qu'ils sont en train de faire. Et le préfet, je ne pense pas que le préfet est un fonctionnaire de l'État. On a confondre l'État au parti au pouvoir. Le préfet qui est là, le président qui va venir demain, il sera toujours préfet, c'est un fonctionnaire de l'État. Il y a cette conception en Côte d'Ivoire aussi où on a à confondre tout, on assimile tout au parti qui est au pouvoir. Le préfet qui est là, il a tout nommé préfet d'Abidjan par le régime qui est là, mais c'est un fonctionnaire de l'État qui peut être préfet demain n'importe où. Même si le préfet devait au pouvoir demain, il sera préfet. Ce gars était préfet quand le président Gbagbo était là. Donc, de grâce, n'assimilez pas les fonctionnaires de l'État au parti au pouvoir. Le fait qu'un préfet gère une commune, ça ne veut pas dire que c'est le RHDP qui gère la commune. C'est un fonctionnaire de l'État qui va gérer pour 3 mois et ça va passer. Évitons dans notre discours, nous qui sommes un peu sachants, qui sommes en tant qu'intellectuels, quand on a des discours de raccourcis comme ça, ceux qui sont moins informés vont s'engouffrer dedans et faire l'amalgame. Donc, efforçons-nous d'être un peu souvent clairs dans ce qu'on dit. Quand on dit qu'on confond le préfet à un membre, c'est pas un militant du PDC et du RHDP, le préfet. C'est un fonctionnaire de l'État qui a été choisi pour gérer la commune pendant 3 mois et après le maire. Donc souvent évitons les amalgames. Maintenant, tu dis que le RHDP assassine, non, pas le RHDP, le régime qui est là actuellement assassine la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pas, on a un apprentissage. La démocratie en Côte d'Ivoire, elle a vraiment existé tel qu'on l'espérait en Côte d'Ivoire depuis que les sociétés multipartisme. Je ne sais pas si la démocratie a vraiment existé en Côte d'Ivoire. Et moi, peut-être que vous êtes ici partisan, mais je pense que quand je fais l'analyse depuis 1990, ce régime-là accorde un peu plus de liberté démocratique à tous les régimes précédents. C'est vrai que ce n'est pas parfait, il y a des imperfections dans toute œuvre humaine, il y a des choses que moi je n'aime pas à Côte d'Ivoire. Mais je dis quand même que c'est mieux que ce qui s'est passé depuis 1990. Maintenant, il y a Sosten, le grand frère Sosten qui est rentré dans l'histoire du rattrapage ethnique
bon, on critique tout ça. Moi, au départ, quand ils sont arrivés au pouvoir, je disais qu'il y avait une partage du pouvoir entre le PDCI et le RDR. Et c'est une gestion, un partage sur une base un peu ethnique, quand on va toutes les nominations. Donc, parce que le PDCI aujourd'hui quitte maintenant, qui vont créer au rattrapage. Moi qui ne vis pas, je suis de l'Ouest, je suis un CI, je suis de l'Ouest. Et voilà, les nominations, c'était soit un gars du centre, soit un gars en consonance nordique. On a tous vu ça. Donc, le PDCI doit être mal placé pour critiquer ce régime-là aujourd'hui. Laissez les autres, les gens de l'Ouest, d'autres régions, se plaignent, mais pas vous. Les gens du PDCI, les gens du centre surtout, les Akans surtout. Si on passe sur une base ethnique, il ne faut pas que les Akans puissent se plaindre parce qu'ils ont beaucoup bénéficié aussi de ce régime-là. C'est-à-dire que vous devez être opposé. Ok, c'est votre droit. Maintenant, pour revenir au RHDP que je représente aujourd'hui, je disais que nous, on travaille à l'union des Ivoiriens, pas pour créer un parti unique. Le parti unique, c'est pas un parti. On n'est pas en train de dire au RC de se casser pour venir se fondre au RHDP. On ceux qui sont des objectifs, ceux qui ont une vision de paix, venez ensemble, on se met ensemble, on crée un parti pour éviter justement que, parce que quand on fait encore les partis sont encore sur une base ethnique. Donc, on veut maintenant rassembler les Ivoiriens de toutes les régions du pays, former un creuset qu'on appelle le RHDP. On n'est pas en train de casser le FPI, on n'est pas en train de casser ce pays qui est parti, on n'est pas en train de casser quelqu'un. Mais c'est un peu de ceux qui veulent adhérer au RHDP, ils adhèrent. On ne veut pas retourner au parti unique. On veut qu'il y ait au niveau de l'opposition qui s'organise aussi, créer une plateforme, se mettre ensemble, quand les idées de gauche se mettent tous ensemble, et qu'il y ait une plateforme, et il y a deux grands partis, encore une fois, c'est une bonne chose pour la démocratie. Il y a des petits partis de 10 membres, 15 membres là, qui disent partis. Donc je ne vois pas en quoi le fait de créer une union va amener au parti unique. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup aussi, et ça, c'est aussi la raison qui est en fond. Personne ne veut de nos partis uniques. On veut la démocratie, on veut deux grands partis en Côte d'Ivoire. Les opposants, le plus c'est qu'ils s'organisent avec les gens de gauche, ici, ils deviennent un parti de gauche, ici, ils s'organisent avec les gens de gauche, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent adhérer au RHDP, qui ont une vision de paix et autres, ils se mettent ensemble, un grand parti, et s'il y a deux grands partis, c'est très bon pour la démocratie, c'est ce qu'on souhaite. On ne dégrade, nous n'accusons pas de vouloir le parti unique. Donc, pour une fois, je remercie aussi, pour finir, je vais remercier M. Katina pour l'invitation. Et je suis disposé pour un autre débat sur d'autres thèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nikin, d'avoir accepté notre invitation et vous devez bien transmettre nos salutations à M. Enza Kamara, délégué général du RDR, et à son épouse, Madame la ministre. Je vais tenter de le joindre tout à l'heure pour voir, parce que pour m'informer un peu. Quoi. Merci beaucoup. Monsieur Sossan Kofi du PDCI-RDA, très frère, merci d'avoir accepté notre invitation et puis vous avez l'honneur de conclure cette émission. Bon, moi, je ne vais pas être long. Hein. Je pense que n'y a pas plus je cherche le mot qui est easy, qui n'est pas trop... Il n'y a pas plus... Quelqu'un qui ne veut pas comprendre que, je ne sais pas moi, je ne comprends pas en quoi les lois de l'État, notre constitution, le contenu de la constitution, comment il faut l'utiliser, à voir avec fonctionnaires de l'État. Un préfet, si tu ne sais pas, un préfet est nommé par le président de la République à travers le ministre de l'Intérieur. Donc, si on dit qu'il est aux ordres, il ne faut pas que ça t'étonne. Tu vois, mais on ne parle même pas de ça. On dit simplement qu'il y a eu une élection au plateau et une liste a été élue. Et au moment d'installer cette liste, on a vu, hein, au plateau, ça s'est passé 2 fois. On a pris les bureaux de vote qu'on a envoyés chez la mère de l'un des candidats. Et tout ça, la justice a décidé que l'autre a gagné. Hein? Et la main du ordre, là. Ouais. Et puis le Conseil constitutionnel, qui a toujours le dernier mot, dit qu'il a gagné. Et au moment de l'installer, les gens sont dans la salle, tout est fait, tout est prêt à l'installer. On dit non, il y a un problème technique parce que le micro ou bien quoi ne marche pas. On n'arrive pas à l'installer. Et depuis, on lui donne, lui le préfet, comme tu dis là, c'est un fonctionnaire de l'État, il doit faire son travail. On lui dit, il ne faut pas installer le monsieur.
Tu es au courant de ça au moins ou bien tu ne sais pas? Je t'écoute. Hein. Ok, donc ça pour te dire que moi, ton affaire des RHDP, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais même pas parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une CEI qui n'est pas transparente, qui va créer problème en Côte d'Ivoire en 2020. Et moi, je le dis, que ce soit ONG qui veut se montrer ou bien quoi que ce soit, ça, là, on n'a pas, ça, ce n'est que le début, hein, ce qu'on a fait là. On a plein de listes de gens qui veulent, d'institutions, de gens qui veulent nous rencontrer pour parler du cas de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et quand on va là, comme vous le dites si bien, ils ont des chancelleries à l'extérieur et ils nous posent des questions tout en tenant compte de ce qu'ils ont auparavant. Et nous, maintenant, on documente. Par exemple, pour le plateau et puis pour Bassam, je dois retourner la semaine prochaine avec des chiffres. Vous voyez? Donc, c'est pour te dire que ce qu'on fait, c'est parce qu'on pense qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, et puis ce n'est pas une affaire, tu parlais des Akans et tout ça, comme je ne veux pas parler je suis... Comme j'appartiens à un groupe, tout ce que le groupe fait, j'assume. Je ne vais pas faire comme les Adjoumani qui aujourd'hui, hier, nous traitaient de tous les mots parce qu'on était contre la compelle de Daoukro dans les congrès, nous traitaient à peine, même si, bon, on était traités comme d'autres même ne voulaient même pas nous dire bonjour. On est resté au PDCI, on assume. Aujourd'hui, tout le tard qu'ils ont commis au PDCI, on assume encore, on n'est pas allé quelque part. Donc, ça pour te dire que ce n'est pas une affaire de personne. La Côte d'Ivoire va mal, mon frère. Tu parles de démocratie par rapport à d'autres régimes. Mais qu'est-ce que tu dis là? Sur quel régime tu as vu le microbe en Côte d'Ivoire? Sur quel régime? Dis-moi. Sur quel régime, depuis Oufo-Boigny, tu as vu des microbes? C'est-à-dire des citoyens qui marchent et qu'on agresse, qu'on tue, des femmes qui vont marcher, qu'on agresse. Tu as vu ça sur quel régime? Moi, j'ai été agressé en Côte d'Ivoire. Sur quel régime? Nous sommes à la conclusion, hein. Vous avez quelques minutes, donc on ne va pas relancer le débat. C'est pour lui dire simplement que nous, on a un programme, c'est-à-dire qu'on veut que les conditions pour les élections de 2020 plutôt, soient réunies. Sinon, les histoires de RHDP, on était ensemble, on n'était pas ensemble, ça, franchement, en toute sincérité, moi, je suis à Caen, comme tu l'as dit là, et je sais qu'il y a une différence entre ma chose et puis notre chose. Je l'ai su depuis. Donc, je ne me suis pas mis même dans cette manière de voir que oui, on va faire et puis après, on va te donner tout ça. Mais en fait, le président Bédia a eu raison parce que ça nous a permis de voir effectivement jusqu'à où le RDR peut partir. Donc, Emmanuel, je te remercie pour l'invitation. Et puis, bon, à la prochaine. Voilà un peu. Merci beaucoup à tous. Merci à nos différents invités. Je rappelle que ce soir, nous étions avec M. Sosten Kofi, qui est un cadre du PDCI-RDA, qui est très bien connu au niveau des États-Unis, au niveau du PDCI-RDA, président du mouvement Iwa Diaspo. Nous étions également avec M. Jules Nikin, cadre du RDR, qui vit aux États-Unis. Et nous étions également avec Dr. Eric Eddy, qui est enseignant aux États-Unis et qui est président du mouvement CACI et qui est également un cadre de la gauche, hein, disons-le ainsi, et qui est aux États-Unis. Et ce soir, nous étions en train de débattre des perspectives pour 2019, que nous réserve 2019 au niveau de la politique ivoirienne. Alors, chers amis qui nous suiviez depuis les quatre coins du monde, merci d'avoir été avec nous sur Radio PDCI RDA, sur Radio Afrique 2050, Radio Jacques Roger Show. Bonsoir chez vous, merci d'avoir suivi votre émission Sans Embâche. Je rappelle que vous pouvez également nous suivre, pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre sur Facebook, sur les différentes radios. Nous avons également une page YouTube qui relaie cette émission précisément. Elle s'appelle Débat politique africain, en un mot, Débat politique africain. Donc, vous pouvez également suivre nos anciennes émissions sur cette page YouTube. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.